Bonjour à tous. Coup de théâtre à Banganté, le chef-lieu du département d'Undé a frôlé l'émeute durant la tentative d'élection du premier magistrat de la ville. Dans une ambiance surchauffée, le scrutin a à nouveau été reporté. Selon le journal La Météo, le candidat Éric Niat a refusé de se soumettre au vote, investi par le RDPC. Sa candidature fait l'objet de vives contestations, à tel point que le journal Le Jour affirme que des conseillers municipaux boycottent la première session de plein droit pour s'opposer à la dynastie Niat. Le quotidien Le Messager croit savoir que le fauteuil de maire de Banganté est au cœur d'une rivalité entre le clan Niat et le clan Ketia Cortez. Les instructions du comité central du parti au pouvoir rencontrent l'opposition de la majorité des conseillers municipaux et lors de la deuxième session du conseil municipal convoqué jeudi dernier, une nouvelle candidature a été enregistrée après le désistement du premier adversaire d'Éric Niat. À la surprise générale, le préfet d'Undé a joué un rôle trouble. Selon le journal Le Messager, il a renvoyé s'inédier cette session extraordinaire alors que des conseillers municipaux ont appelé au vote. L'autorité administrative a-t-elle abusé de son pouvoir durant cette session de plein droit consacrée à l'élection du maire? Pourquoi la candidature d'Éric Niat pose problème à Banganté? Quels sont les enjeux qui se dessinent autour de cette élection du maire de la ville de Banganté? Ces vives tensions observées dans le Ndé ne sauraient éluder un autre scandale, le Covid-Gate. Selon la nouvelle expression, le ministre de la Justice a fait savoir au secrétaire général de la présidence de la République qu'il ne dispose d'aucun élément d'investigation pour engager l'enquête judiciaire contre les présumés auteurs et complices de malversations financières dans le cadre de la gestion des fonds Covid. Dès lors, la nouvelle expression s'interroge: comment peut-on commander des poursuites judiciaires sans donner des éléments qui permettent de le faire? Le journal Kalara affirme qu'il y a un ping-pong au sommet de l'État pour détourner l'attention de l'opinion publique sur le nœud du problème, à savoir le piège des surfacturations. Selon le quotidien Émergence, la pression monte sur le Cameroun au moment où le Fonds monétaire international attend des réponses sur la gestion des fonds Covid. Dans les colonnes de la nouvelle expression, le député Jean-Michel Nietzsche dénonce et accuse le gouvernement d'avoir géré les fonds Covid dans la plus grande opacité. Sa dénonciation intervient au moment où une correspondance attribuée au secrétaire général de la présidence de la République dresse une série de marchés de gré à gré évalués à plus de 7 milliards de francs CFA et destinés à la fourniture des équipements et consommables médicaux pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Il est demandé dans la correspondance au ministre de la Santé publique de finaliser la procédure de passation de ces marchés et empilation est faite au ministre des Finances pour le décaissement des fonds. Cette méthode de la task force laisse entrevoir aux yeux du député SDF des soupçons de détournement de fonds assortis de népotisme et de clientélisme. Cependant, certains journaux estiment que le secrétaire général de la présidence de la République ne fait qu'exécuter avec brio les hautes directives du chef de l'État afin de réussir l'implémentation de la stratégie gouvernementale, stratégie de riposte contre la pandémie du coronavirus. Mais où sont passés les rapports semestriels des dépenses des fonds Covid et l'audit indépendant des fonds qui ont été octroyés au gouvernement par le Fonds monétaire international? Qu'est-ce qui justifie cette opacité dans les enquêtes et contrôles de la gestion des fonds Covid? Les questions se posent avec acuité au moment où le Cameroun a déjoué des attentats survenus dans la région du Nord-Ouest. Une violente attaque d'un établissement scolaire catholique a été repoussée in extremis par les forces de sécurité et de défense. Cependant, des enlèvements se multiplient, des attentats à la bombe improvisée, les mines improvisées font d'importants dégâts matériels et des dégâts humains. Au regard de la recrudescence de l'insécurité, la concertation entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian augure-t-elle de nouvelles perspectives dans la recherche des solutions pacifiques face à la crise anglophone?
Qu'est-ce qui justifie le silence assourdissant du président de la République devant de telles dérives et de tels scandales vécus au Cameroun? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois sur ce plateau Roger Justin Noah, secrétaire général adjoint du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Roger Justin, bonjour. Bonjour, monsieur Cédric Noufélé. Bonjour à mes companélistes. Permettez-moi de saluer nos vaillants militants et sympathisants qui sont encore retenus en otage dans les prisons du régime dictatorial et sanguinaire de M. Paul Biya pour leur opinion politique, alors que chaque jour on nous rabâche les oreilles disant que nous sommes dans un état de droit où les libertés publiques sont respectées. Permettez-moi ensuite de saluer les populations de ça, chez moi, qui ont du mal à se déplacer parce que M. le maire là-bas n'arrive pas à bien entretenir les routes rurales. Et il y a un gros problème de ce côté, notamment dans les localités de l'Ixogo et de Koumdouma, où l'État, dans le cadre des budgets d'investissement public de 2018 et 2019, a mis à disposition plus de 90 millions de francs CFA pour le cas de l'Ixogo et plus de 120 millions de francs CFA pour le cas de Koumdouma pour des projets d'adduction d'eau. Mais porté à ce jour, 9 mai 2021, les populations de ces localités-là n'ont pas d'eau potable. Et ça laisse cours à ce que vous savez des maladies dues à de l'eau. Je pense qu'il y a lieu pour le tribunal criminel spécial de se pencher sur la question afin d'en établir les responsabilités. Enfin, monsieur Cédric Noufélé, permettez-moi de réitérer, n'est-ce pas, notre compassion émue qu'avait déjà exprimé le président national Maurice Kamto, notamment à la famille de notre compatriote qui est décédé lors des événements du 3 mai à Fumbot, et souhaiter un plan d'établissement, n'est-ce pas, à tous les blessés, pour dire que nous avons attiré une fois de plus l'attention du gouvernement sur la nécessité de respecter le droit à la santé des détenus ainsi que leur dignité humaine. Et enfin, nous avons demandé au gouvernement camerounais de faire en sorte que tous les acteurs de la chaîne judiciaire respectent le code de procédure pénale et que les peines alternatives prévues dans le code pénal de 2012 soient mises en application. Merci d'être avec nous sur ce plateau, Roger Justin Noah, secrétaire général adjoint du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Sur le plateau de Droit de réponse, l'un des éditorialistes quotidiens La Nouvelle Expression et consultant sur Droit de réponse, Edmond Kamga est avec nous. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les copanélistes. Je renouvelle mes amitiés aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Je saisis cette opportunité pour dire que la semaine qui commence est celle du 40e anniversaire de la mort du célèbre artiste musicien Bob Marley, une source inépuisable et intarissable, non seulement pour les Jamaïcains, mais surtout pour les Africains, parce que c'est une personnalité qui a eu des messages prophétiques dans ses chansons, les reggaemen, et beaucoup de ceux qui ont lu et compris, entendu son message, j'espère ils se souviendront que Bob Marley, c'est celui-là qui a dit que l'Afrique devait s'unir, Africa must unite. Et c'est lui, dans une chanson, Redemption Song, qui demande au peuple anciennement colonisé de s'émanciper de la mentalité d'esclave. Merci d'être avec nous, Edmond, sur le plateau de Droit de réponse. Il est ministre du chef de cabinet du SDF, chargé de l'information et chargé des médias, qui est avec nous, Jean-Robert Ouafo. Jean-Robert, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les copanélistes ainsi qu'aux millions de téléspectateurs qui suivent cette prestigieuse émission. Merci d'être avec nous, Jean-Robert. Sur le plateau de Droit de réponse ce dimanche, il est parti de Garoua pour nous rejoindre ce dimanche, enseignant à l'annexe de la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université de Ngaoundéré, située à Garoua. Il est également membre titulaire du comité central du RDPC. Il est avec nous ce dimanche. Professeur Pascal Charlemagne, Msanga Nyamding, bonjour. Bonjour Cédric. Et d'entrée de jeu, je voudrais rassurer les étudiants de Garoua, dont du master de
de droit public et sciences politiques, que c'est pas parce que je suis à Douala aujourd'hui, je voudrais confirmer à tous ces étudiants que dans la matinée, le cours de relations internationales demain à Garoua aura bel et bien lieu. Et je voudrais aussi leur dire que dans l'après-midi, le cours de théorie de relations internationales aura bel et bien lieu. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait un doute. Donc en clair, vous êtes bien intégré à la faculté, à l'annexe de la faculté des sciences juridiques. Vous savez, monsieur Cédric, la décision, ce dont je suis victime, la mise à disposition est illégale. Mais écoutez, je suis membre du comité central, biaïste. Comment voulez-vous que moi je remette en cause une décision de ma hiérarchie? Je dois montrer l'exemple. Tout en, malgré cette illégalité, il y a des voies de droit pour régler cette affaire. Mais je ne voudrais pas pénaliser, les étudiants de l'IRIC, que je voudrais aussi rassurer. Je vais continuer, tous leurs mémoires et travaux ne sont pas remis en cause, parce qu'ils sont, certains sont perturbés. J'ai voulu les rassurer. Suite d'ailleurs aux instructions de monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, ils seront toujours suivis. Mais aussi, je voudrais rassurer ceux de Garoua et remercier tout Garoua, tout Ngaoundéré et les collègues. Certains ont initié même des pétitions. Aujourd'hui, on est à près de 300 pétitions parce que, effectivement, aujourd'hui, c'est moi à l'université. Demain, ce sera qui? Quel est l'enseignant qui sera en violation des droits? Aucun texte. Je vous dis bien que personne. J'ai discuté avec une vingtaine de magistrats, une vingtaine de professeurs de droit, une vingtaine même d'avocats. Aucun texte n'autorise qu'on mette un enseignant à disposition d'une université où il n'a pas demandé. Et puis pour terminer sur ce point, en vous remerciant pour cette invitation, je voudrais m'incliner devant la mémoire de l'ancien Premier ministre Achidi Achou, que j'ai très bien connu, qui a été un exemple pour nous. Vous savez, Achidi Achou, lorsque vous arriviez chez lui, nous étions souvent 30, 50, voire 60 personnes à table. Et puis enfin, je vais faire un coucou à tous les chefs Sawa qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir, et remercier, il y a une dizaine de membres du gouvernement, ça aussi il faut le redire, au RDPC et en dehors du RDPC, qui m'a soutenu. Et je voudrais remercier enfin, pour terminer dans ce même chapitre, tous les anonymes. Alors, mais vraiment les anonymes qui ont pensé effectivement que parce que le Cameroun est un état de droit, on peut continuer à soutenir le Msanga Nyamding. Je leur exprime à tous ici toute ma gratitude. Mais je ne peux pas oublier mon petit royaume de Yabassi. J'ai parlé au chef supérieur où je suis allé hier soir très tard, l'autre jour, faire un rituel pour remercier les ancêtres et remercier tout le monde. Que tous les frères de Yabassi qui m'ont soutenu et qui ont cru que Garoua était la galère, ce n'est pas vrai. Alors justement, je ne conteste pas Garoua, mais c'est peut-être la manière à un moment donné qui m'a gêné, que Yabassi sache que leur chef tient debout. Pour preuve, regardez comment je suis frère. Alors justement, nous sommes... vous voulez réagir, Jean-Robert? Je suis quand même surpris de l'attitude du professeur Msanga Nyamding. Il me semble que c'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui l'a affecté. Alors, bon... oui, mais je vous donne un élément. Non, il faut avoir le courage de le dire, Robert. C'est le ministre qui m'a envoyé, mais sous la pression du secrétaire général de la présidence. Non, il faut le dire. Sous la pression du secrétaire général. Il faut le dire. C'est-à-dire que le ministre d'État, Ngongo, avec tous les éléments qui sont réunis, bon, je laisse cette affaire entre les mains du chef de l'État et du Premier ministre. Alors, il faut dire qu'officiellement, sur la note... C'est la décision. La note prise par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, il n'est pas indiqué qu'il s'est référé au SGPR pour vous mettre à disposition de la faculté des sciences humaines. On va avancer. Monsieur Céline Oufélé. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Juste une seconde. Jean-Robert. Je veux bien savoir. S'il te plaît, je suis un citoyen camerounais. Voilà un enseignant d'université qui est affecté, donc mis à disposition. J'ai le droit de savoir pourquoi ça a été fait, pourquoi cette illégalité. C'est cette précision que je voulais qu'il fournisse, n'est-ce pas, non pas seulement également aux millions de téléspectateurs qui nous regardent. Bon voilà, il a lâché le morceau. Et il ne faut pas, M. Cédric Noufélé, négliger ce qu'il dit. Il est membre titulaire du comité central.
Et en plus, désigné par le président de la République, donc il a accès certainement à certains couloirs. Et il faut aussi préciser, hein, pour donner les faits tels qu'ils se sont déroulés, avant de laisser libre cours aux commentaires qui n'engagent que leurs auteurs. Je reste avec vous, professeur Pascal Charlemagne Msanganyamding, vous qui êtes membre titulaire du comité central du RDPC. Désigné par le chef de l'État, il faut préciser cela. Merci d'avoir... Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Justement, il y a eu cette tentative d'élection à la mairie de Banganté. Oui. 2 fois de suite reportée. La première fois, boycott des conseillers municipaux. Et la seconde fois, une nouvelle candidature enregistrée en pleine session de plein droit, alors que le premier challenger d'Éric Niat avait désisté finalement à la dernière minute. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette une du quotidien Le Jour qui estime que les conseillers municipaux s'opposent à la dynastie Niat à la mairie de Banganté? Mais c'est vrai. Vous savez, les militants du RDPC qui pour la plupart pensaient que Ateba Yene, père son âme, mon compagnon de bataille, et moi-même étions des personnes impulsives, agitées et tout ce qu'on dit. D'ailleurs, à cette occasion, pour justifier ma déportation à Garoua, certains ont même mis à la disposition, et ça n'engage que moi, du chef de l'État, je suis au courant, d'une vidéo construite en 11 minutes qu'on a présentée à mon maître politique pour le mettre en colère contre moi, à l'effet de dire, regardez, il insulte les ministres, il insulte ceci, il insulte cela. 11 minutes où on coupait des séquences horribles de plusieurs débats que je faisais, et on a dit, voilà, il faut le punir parce qu'il fait des bêtises. On dit un homme de mon âge, de mon rang, on dit qu'il fait des bêtises. Le président est au courant de la situation. Ramenez donc à cette affaire de Banganté. Mais nous ne faisons que ça depuis bientôt 20 ans. Moi, je veux vous dire, monsieur Noufélé et ceux qui nous écoutent, personne, au mieux ceux qui connaissent les textes du parti et de leur engagement, ont mon niveau et celui d'Ateba Yene, comme de beaucoup d'autres personnes. Hein. Je peux aussi citer des bons connaisseurs des textes comme le ministre Grégoire Ouna, Christophe Mienzor et d'autres, parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille dire que je donne l'impression. Nous connaissons ce parti. Ce qui se passe à Banganté est une implosion du parti que nous avons dit que si le président national, ou du moins le secrétariat général, qui est le relais de la mise en œuvre, de la vision du président, une vision portée depuis Bamenda, ne fait rien ou ne font rien, y compris le président national, mais ce parti va imploser. Quels sont les éléments qui vous permettent de tester cela? Bon, Banganté, à la lumière de ce qui s'est passé à Banganté. Les éléments sont clairs, c'est la situation de Banganté. Je voudrais vous dire qu'avant Banganté, permettez-moi de vous dire que chez moi, à Yabassi, en 2013, l'alerte avait été donnée. Lorsque sur le terrain, le chef de l'État m'avait envoyé comme vice-président de la commission départementale à Yabassi, je vous démontre les éléments. J'avais comme président M. Missengue Avom. Nous avons investi une liste à Yabassi. Lorsque la liste est sortie, le départemental était un de mes frères anciens ministres. Ils ont tout changé. Yabassi est entré en ébullition au point où mon frère Maboula, qui était un camarade politique, et tous les militants qui avaient été investis, mais voyant que au secrétariat général, on a changé les noms sur les listes, ils sont allés dans un parti d'opposition avec qui ils n'avaient rien à voir. Et Maboula a été maire. À la fin, j'ai été sanctionné. Quand vous dites qu'est-ce qui prouve, regardez Nkonsamba. On a des camarades, Singh et autres, Madame Essamé, qui ont été même exclus et suspendus du parti. Parce que la base portait ses camarades. Et malheureusement, le sommet coupé de la réalité et certains friands d'argent. Parce que c'est ici, dans ce parti, que je vous ai dit que dans une conversation avec Ndoumba, j'ai écrit un livre. Je ne me suis pas seulement contenté de critiquer. J'ai écrit sur le RDPC. Mais M. Ndoumba, je cite, a dit au chef de l'État que au secrétariat général du comité central, on vend les places. Je ne vais pas reciter ce conseiller, je ne le serai pas. Je suis sur un plateau par respect pour lui. Et j'ai demandé au professeur Achal Ndoumba
Mon père, j'ai été publié, Ndoumba était vivant. Paul Biya était le RDPC. Mais avez-vous vu le président national? Il me dit oui. Quand vous lui avez dit que ce conseiller et d'autres vendaient les places, quelle a été sa réaction? Je l'ai écrit. Le président a dit, on va sanctionner. Bon, aujourd'hui, ramené à Banganté. En tant que membre du comité central, j'ai insisté, désigné par le président. Parce qu'il y a une petite rumeur qui dit oui, les désignés. Les désignés ont une double légitimité. Un, c'est le Congrès qui élit tous les membres du comité central. Mais sauf qu'au Congrès, il y a 100 au Congrès qui sont présentés par le président national. Tous les membres, conformément au texte, on ne peut pas élire un membre du comité central en dehors du Congrès. Sauf que comme le Congrès élit, le président désigne 100. Je suis parmi. Ça vous dit donc que ramener à Banganté, il y a une violation grave. Il y a 2 infractions graves. 1, on a investi Éric Niat. C'est une destruction. On a beaucoup de camarades dehors aujourd'hui, exclus du parti, suspendus du parti, parce qu'ils n'ont pas respecté l'instruction du secrétariat général. Je fais remarquer à mon père Jean Côté et d'autres que voilà Banganté. Les militants sont curieux de voir ce qu'on fera de ces conseillers rebelles. Et 2, et je termine là-dessus. Si je suis un légaliste, pour preuve, je suis allé à Garoua. Je devais montrer l'exemple. Je ne peux pas m'opposer à la décision de mon patron politique, le ministre d'État, et mon ami, parce que le ministre d'État, je le dis encore, il peut vous le confirmer, c'est mon ami. Il m'a envoyé à Garoua. Mais ramené donc dans cette affaire, je me suis dit, mais on a eu un processus où c'est la base qui portait les militants. Mais comment on peut expliquer que cette action menée par le ministre Sadi, du coup, c'est estompé et aujourd'hui, on remarque que les militants veulent reprendre leur parti et nommer eux-mêmes leurs représentants. Donc Banganté est entre le mur et l'enclume. Alors justement, et je pense que pour régler le problème de Banganté, avant qu'on arrive aux solutions, permettez à d'autres de réagir. Roger Justin Noah, vous observez qu'à Banganté, jeudi, la presse a été surprise par l'attitude du préfet d'Yaoundé. Alors qu'une nouvelle candidature a été annoncée, séance tenante, face à celle du candidat à Éric Niat, il y a eu suspension de travaux pour laisser les différents conseils municipaux entamer les conciliabules. Ils ont souhaité aller aux élections, mais le préfet, lui, a décidé du report sine die de cette élection. Comment appréciez-vous l'attitude de l'autorité administrative face à ce qui se passe dans cette mairie de Banganté? Monsieur Cédric Noufélé, nous sommes en 2021 et les populations commencent à ouvrir les yeux, comme on dit au quartier. Le Banganté pose 3 problèmes. Le premier problème, c'est... Non, disons 2. Le premier problème, c'est celui du respect de la loi. Parce que de plus en plus, lors de ces sessions-là, on a la présence des mandataires du RDPC. Ils sont même assis devant. Quelquefois, même ils prennent la parole. Mais au regard du code électoral, ils n'ont pas le droit d'assister à ces sessions-là. Parce qu'ils ne sont ni conseillers municipaux, ni autorités administratives. À quel titre donc, à quelle qualité sont-ils admis dans la salle? Première entorse. Deuxième entorse, le préfet lui-même a annoncé, il a dit, la loi dit, si à la première session on n'a pas pu, on reporte, et à la dernière session, on aura l'élection. Il a dit, même si il n'y a que les 16 là, on aura les élections. Mais d'où vient-il que, parce que il y a eu un autre candidat qui légitimement va occuper la fonction, le préfet prend sur lui de mettre de côté, comme ils ont l'habitude de le faire, la loi. Or, il faut bien rappeler, ce sont eux chaque jour qui disent il faut respecter les lois et règlements de la République. Est-ce que le préfet, en agissant ainsi, a respecté la loi? Non. Je pense qu'il aurait dû laisser les conseils municipaux aller aux élections et choisir parmi eux, comme le dit le code électoral, celui qui devra assumer la fonction de maire. Donc, maintenant, la seconde problématique, c'est le fait que de plus en plus, les gens ne veulent plus ces dictats
du sommet des partis politiques. Tout à fait. On admet que les partis politiques décident de qui est candidat à une élection. Au niveau de la députation, au niveau des conseils municipaux, des conseils régionaux, etc. Mais au sein de ces instances-là, les populations veulent qu'on laisse la démocratie jouer son rôle. C'est-à-dire même dans les partis. Il ne faut pas que ce soit les sommets des partis qui désignent qui sera maire, qui sera ceci. Non, qu'on laisse n'importe quel conseil qui veut se présenter au suffrage et que le meilleur gagne. Ça, c'est disons, des réformes qu'il faut faire dans les partis politiques. Et c'est la volonté populaire. Les gens veulent de plus en plus avoir quelque chose à dire dans le choix de ceux qui vont les diriger demain. C'est de ça qu'il est question. Après vous, Roger Justin, Edmond Kangia, la nouvelle expression a suivi de près l'évolution de la situation sociopolitique à Banganté. On a frôlé pratiquement l'émeute jeudi dernier avec cette mobilisation des populations contestant les manœuvres orchestrées durant la session de plein droit, mais aussi des partisans d'Éric Niat qui estiment qu'il peut aussi être maire de Banganté, ne devrait pas être victime d'un délit de patronyme. Quelle est votre analyse sur ce sujet? Monsieur Noufélé, ce qui s'est passé à Banganté, et ce n'est pas terminé puisque la session a été renvoyée encore, j'allais dire de manière presque illégale, si ce n'est totalement illégal, mais restons sur les faits. D'après les informations que nous avons récoltées sur le terrain, de la part de nos reporters et correspondants à Banganté, qui suivent de près la situation et qui rendent compte aussi bien au quotidien La Nouvelle Expression qu'à Radio Equinox, qu'à la télévision Equinox, nous avons donc appris, pour rester dans la chronologie des faits, que le 2 mai dernier, d'abord au niveau interne, au niveau de la maison du parti du RDPC, les conseillers municipaux, n'est-ce pas, de la commune d'arrondissement de Banganté se sont retrouvés, mais alors sous le regard des superviseurs venus de Yaoundé, du comité central, pour les exhorter à faire le choix du comité central, du secrétaire général du comité central, le choix du parti, c'est-à-dire celui qui a été investi à la personne d'Éric Niat. Tout à fait. Et c'est ainsi que, au sortir, à l'issue de cette rencontre à la maison du parti, comme ils sont 40 conseillers, il en est découlé que 21 ont voté pour Éric Niat et 19 pour son adversaire de ce moment-là, Jean-Lambert Tchoumi. Et lorsqu'il a fallu, dès le lendemain, aller à la session de plein droit, c'est-à-dire au niveau de la commune d'arrondissement de Banganté, pour en réalité matérialiser ce qui a été décidé la veille au niveau en interne dans le parti, c'est alors que le quorum n'était pas atteint. Sur les 40 conseillers, il n'y en avait que 16. Et il faut le dire, le préfet a eu raison de procéder au report de la session parce que le quorum n'était pas atteint. Mais maintenant, par la suite, la session était renvoyée au jeudi 6 mai. Et il était entendu, y compris par le préfet, que à la session de plein droit du jeudi 6 mai, même si le quorum n'est pas atteint, on va procéder à l'élection. Oui, mais c'est ce que prévoit la loi. C'est ce que prévoit la loi. Je tiens à le souligner. Très bien. Et là, le préfet était dans son rôle de rappeler la légalité, ce que prévoit la loi. C'est pour cela que l'élection aurait dû avoir lieu le jeudi 6 mai 2021. Parce qu'en plus, puisqu'on n'avait plus besoin d'attendre le quorum, mieux, tous les conseillers étaient présents. C'est-à-dire, les 40 conseillers étaient bel et bien là. Mais il se trouve que une autre candidature, c'est-à-dire après celle de M. Tchoumi qui avait désisté en interne, il y a eu la candidature d'une conseillère municipale, Mme Evelyne Nana. Et à ce moment-là, on a vu l'intervention, je ne sais pas si on doit dire habituelle ou inhabituelle, mais une intervention qui n'était pas opportune, n'est-ce pas, du mandataire du comité central du RDPC, qui a insisté pour que ce qui a été convenu le 2 mai à la maison du parti soit appliqué. C'est-à-dire que tous les conseillers doivent nécessairement voter pour Éric Niat. Et c'est là où toute la controverse, toute la bataille a commencé. Les conseillers ont estimé qu'il fallait laisser libre cours à l'élection, comme le prévoit la loi. Ça, c'est comme le prévoit la loi. C'est-à-dire passer aux élections
entre les deux candidats, Mme Evelyne Nana et Éric Niat. Alors, vu l'intervention du mandataire du comité central, M. Jean-Claude Lamer, qui insistait, et curieusement, on a vu le préfet qui, à la session précédente, c'est-à-dire le 2 mai, qui donnait des gages de respect de la légalité républicaine, du respect des lois et règlements, se ramollit devant le mandataire du comité central du RDPC, et au lieu de permettre et de respecter la loi, en procédant au vote, c'est-à-dire à l'élection du maire immédiatement comme le prévoit la loi, c'est-à-dire même s'il y a deux candidats du même parti, on passe au vote. Curieusement, le préfet a ajourné pour la seconde fois, et cette fois-ci c'était un ajournement sine die injustifiable, inopportun et illégal, parce que il n'y avait aucun élément qui justifiait ce report. Parce que s'il y avait par exemple une menace de trouble à l'ordre public, une menace grave de trouble public, on pourrait comprendre encore. Mais il n'y avait aucune menace de trouble à l'ordre public. Les conseillers étaient unanimes, rassérénés et imperturbables qu'on applique la loi. C'est-à-dire, on passe au vote. Malheureusement, on a vu un préfet qui n'a pas respecté la neutralité des services publics. Il faut comprendre par la neutralité des services publics la nécessité pour l'État ou ses représentants de faire en sorte que l'État n'intervienne pas dans les domaines de la politique, de la religion et de l'idéologie. C'est-à-dire faire preuve de neutralité et appliquer simplement et purement la loi. Ce qui n'a pas été fait par le préfet du département du Ndé. Et c'est à ce niveau qu'il faut s'interroger. Se demander si le préfet a revêtu la casquette d'un président de section du RDPC le jeudi 6 mai 2021. Parce que ce n'était pas dans son rôle de se laisser influencer par le parti au pouvoir ou par le mandataire du parti au pouvoir. Il devait tout simplement appliquer la loi, il ne l'a pas fait et c'est regrettable. Et c'est à ce niveau que nous déplorons souvent, n'est-ce pas, la confusion qui règne entre l'État et le parti, entre l'État et le RDPC. Et le préfet n'a pas aidé au respect de la loi, n'a pas aidé à l'expression libre des candidats, à l'expression de la démocratie au sein de la commune d'arrondissement de Baranté. Et il faut le dire, en renvoyant ces métiers, et je pense que là, c'est une source encore, une source de contentieux qu'il a créé, le préfet. Il n'aurait jamais dû renvoyer Sinédier parce que la loi ne lui permet pas de renvoyer Sinédier si on n'a pas des motifs vérifiés, c'est-à-dire objectifs pour le faire. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun élément. Après vous, Edmond, Jean-Robert Wafo, quel message cette contestation de la candidature d'Éric Niat est-elle en train d'envoyer aux Camerounais? Lui qui a été investi par sa formation politique et ensuite observe une protestation contre le fait pour lui de devenir maire de Banganté durant 2 sessions finalement avortées. Ce que je vais dire sur cette affaire, c'est quoi? C'est que la politique ne doit plus devenir un champ où tout le monde s'investit. N'importe comment. Parce que, voyez-vous, on est investi par un parti politique. C'est les municipales. Si la liste passe, il faut respecter les mécanismes internes. Tout à fait. Il se trouve que le parti État a ce qu'ils appellent les primaires. C'est-à-dire qu'après l'élection, les conseils municipaux, n'est-ce pas, se retrouvent pour aller en compétition en interne. Alors, soit vous décidez de ne pas aller à cette compétition en interne et vous venez plutôt vous présenter en salle, et là, vraiment, tout le monde va prendre acte de ce que, même dans votre parti, de ce que vous avez refusé ce processus, et là, ça va et tout le monde verra ça venir. Soit vous participez à ce processus, et si vous êtes battu, vous vous pliez. Encore que c'est une élection, encore que c'est un conseil municipal monocolore. Maintenant... Encore faut-il que ce soit bien mené, sans fraude. Bien sûr, non, je suis en train d'aller pas à pas. C'est-à-dire que
si le candidat Tchoumi, M. Jean-Lambert Tchoumi, est allé aux primaires en interne, c'est-à-dire au niveau des 41 conseillers municipaux, s'il est allé aux primaires et qu'il a perdu, vraiment, la dignité, comme ils disent, et l'élégance, voudrait qu'il se plie au vote. Parce que s'il perd dans le cadre des primaires en interne, tel que décidé par la macrostructure qu'est le parti politique, tout à fait, et qu'après il va se présenter, ça veut dire qu'il peut avoir il est indiscipliné, il peut avoir des soupçons de corruption entre-temps. Parce qu'on ne peut pas expliquer que des conseillers municipaux, n'est-ce pas, à moins de 24 heures, choisissent, dont 2 personnes partent en compétition, ils choisissent une personne, et le lendemain, je vais dire, on choisit quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y a une soupçon de corruption. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le préfet a fauté. Il n'y a rien à faire, c'est une faute. La loi est claire. Je vais prendre le cas de Douala, de la commune à laquelle j'ai appartenu. J'étais conseiller municipal depuis en 2007. J'ai fait 2 mandats là-bas. Il me souvient qu'en 2013, lors de la dernière mandature, il y a eu le même cas au niveau de Douala deuxième. Il y a 2 candidats qui sont allés dans le cadre des primaires dans le RDPC à Douala 2, maître Denis Wampou et le conseiller et un autre conseiller municipal. Elle a battu en interne. Ils sont venus en salle. Un autre candidat, un autre conseiller municipal s'est porté candidat. Et fort heureusement, le préfet avait joué un rôle, donc a été légaliste. Parce que qu'est-ce qui se passe donc habituellement, on dit qui sont les candidats. Même le candidat, si c'est un conseil qui n'est pas monocolore, où il y a plusieurs partis politiques, même un candidat de l'opposition peut se lever et dire je suis candidat, bien qu'étant minoritaire. bien sûr. Le préfet dit qui sont ceux qui sont les candidats. Qui sont ceux qui sont candidats. Quand vous levez le doigt, la question qui suit, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il est en train de diriger le conseil, ou alors qu'il est devenu une marionnette, la question qui suit, y a-t-il un autre candidat? Y a-t-il un autre candidat? Et à la deuxième, il y a eu un autre candidat, le conseiller Jules Minamo. Le préfet à l'époque, je crois que c'était l'actuel gouverneur du centre, non, l'actuel gouverneur du centre, Nassir Paul Biya. Il a dit, y a-t-il un autre candidat? Quand Jules Minamo a donné le doigt, il a dit, ok, s'il n'a pas pu vous entendre, dans le cadre de votre parti politique, moi je suis le représentant de l'État, on passe au vote. Voilà ce qui s'est passé. Le préfet n'a pas le droit, tant que les conditions sont réunies, de reporter une session du conseil qui a été dûment convoquée. Il n'a pas ce droit. Même quand il y a conseil, il faut que les conseils municipaux le sachent. Le préfet assiste. Il peut, quand il estime qu'il y a un recadrage à faire, conformément à la loi, il prend la parole, il peut prendre la parole. Et il peut ne pas être suivi, hein, dans sa prise de parole, et il attend pour contester en brandissant les éléments de la légalité ou de l'illégalité. Mais il ne doit pas venir imposer. C'est lui ici également de me poser la question de savoir, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un conseil municipal qui a dit au préfet, mais monsieur le préfet, vous êtes en train d'outrepasser votre rôle de tutelle. Tout à fait. Il n'a pas ce droit. J'aurais été conseiller municipal de la commune de Banganté, j'aurais pris à partie le préfet. Non seulement dans la salle, mais même publiquement. Parce que c'est une rébellion contre la loi. Ah, oui, c'est une rébellion. Ce n'est que ça qu'on vit de parce que la loi est impersonnelle. Et générale. Et générale. Et une loi est votée par... Cette loi a été votée, cette loi de 2004 fixant les règles applicables aux communes, votée par l'Assemblée nationale. RDPC. Majorité obèse et puis mal acquise. Tout ce qu'on sait là. Ils violent leur propre loi. Maintenant, une fois la loi votée, elle est promulguée par le président de la République. Le préfet,
Un conseil municipal dont on peut se lever, il dit, je traduis le préfet pour rébellion. C'est une forme de rébellion. Et si on est dans un état, n'est-ce pas, de droit, ce préfet doit être déchargé de ses fonctions. C'est une faute grave. C'est une rébellion non seulement à l'endroit du peuple camerounais qui est représenté à l'Assemblée nationale, qui est censé être représenté par les députés de la nation, mais également le président de la République qui a promulgué cette loi. Est-ce que le préfet n'a pas agi pour éviter justement les tensions qui étaient perceptibles dans la salle de conseil? Écoutez, laissez-moi parler. Écoutez, il y avait quelle tension là-bas? Bon, donc vous voulez me faire croire que si on ne peut pas gérer, qui veut essayer d'échauffer là-bas? Non. Et qui n'ont pas montré les images. Oui. Il y a des camps qui se sont formés, c'est tout à fait normal. Une solution peut être ouverte au public. Et j'ai même vu des images où mettaient donc les journalistes dehors. C'est pas la lui de mettre les journalistes dehors. Les conseillers peuvent se dire, ok, alors que c'est pas, donc c'est pas le ministère qui l'a recruté. Ça veut dire que quand l'arbre là ne sera plus là, regardez par exemple le mouvement qu'on lance là, le mouvement des franquistes. Mais je me rappelle, avant la modification de 2008, un an avant, M. Edmond Kamgia, vous vous rappelez très bien, c'est-à-dire, on a lancé un ballon d'essai, mais sauf que cette fois-ci, c'est pour ça que je dis, M. Sédric Noufélé, tout homme politique qui analyse la situation actuelle de la mairie de Banganté sous le seul prisme d'un conflit indirect entre deux personnalités de la République, a tout faux, avec qui n'a rien compris. Si Eriat passe, ça va servir d'exemple à ce qui va se passer le grand soir. S'il ne passe pas, ce sera également un signal à ceux qui sont en train de préparer la reproduction dynastique de l'élite gouvernante, notamment au sommet de l'État. Justement, professeur Pascal Charlemagne Messaganyamding, sur cette préoccupation de la classe politique et des Camerounais sur ce qui se dessine à la fois dans ce microcosme qu'est la mairie de Banganté, est-ce que c'est une alternative qui pourrait être reproduite par les tenants du pouvoir afin de favoriser l'émergence des enfants, des fils de personnalités qui aspirent eux aussi à diriger une commune, une mairie, ou être député ou être président de la République? Oui, je crois qu'il ne faut pas effectivement qu'on mélange un peu les choses. Même si je voudrais saluer toute la pertinence de Robert Wafo. Il faut le dire. Il est du SDF, mais j'ai toujours pensé que des personnalités politiques comme Robert Wafo, dans le cadre d'une coalition gouvernementale de représentation, peuvent jouer un rôle pour apaiser. Et je voudrais vous dire, avant de répondre encore à votre question, je voudrais faire une observation et répondre à votre question. Vous savez, ici à Douala, dans le Grand Littoral, j'ai proposé au secrétariat général du comité central, il y a 5 ans, un modus vivendi. Je leur ai dit, écoutez, appelez Serge Espoir Matumba, appelez le SDF, appelez Anissé Kane, les Kalaloube et les autres. Vous les faites asseoir. Et si vous regardez bien les chiffres, à Douala, nous sommes battus en termes d'un homme, une voix. Même lorsque nous avons les majorités au municipal, les majorités et même aux législatives, c'est parce que l'opposition elle-même est éparse. Et je leur ai dit, puisque le président Paul Biya est quand même l'architecte des institutions modernes du Cameroun, il nous a quand même apporté le Sénat, le Conseil constitutionnel et autres. Et la corruption? Non, c'est pas ça. Et j'ai donc dit à mes camarades, rassemblez-les à travers une politique de représentation et de partage du jeu social. Vous allez voir qu'on peut stabiliser le littoral et on peut également mener la même politique au nord-ouest. On aurait évité la guerre. On peut mener la même politique au sud-ouest et partout ailleurs. Mais malheureusement, certains de mes camarades politiques, certains Iriakis sont des gloutons. Ils sont gourmands. Ils veulent tout pour eux tout seuls.
pour leurs femmes, pour leurs enfants et aux autres. Et je voudrais vous dire dans ce jeu, l'assassinat du président Idriss Déby a fondamentalement un lien, quoi que l'on dise, encore que je condamne cet assassinat, avec les frustrations dont le peuple tchadien a été victime. Il faut qu'on le dise. Tout à fait. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on a atteint un degré de frustration où, vous voyez, moi, j'ai montré l'exemple. Si je n'étais pas courageux, monsieur Noufélé, j'avais 3 choix. 1, je me tire une balle dans la tête. 2, je prends les armes comme certains l'ont fait au Nozo. Ou bien 3, je démissionne. Mais prenez ça au sérieux. Pour moi, je vous en prie, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a des frustrations à la mairie de Banganté en raison d'une candidature de celui qui est présenté comme le fils du président du Sénat? Oui, donc sur ce point, je veux dire ceci, qu'il y a des frustrations à 2 échelles. Vous savez, d'abord au niveau du parti, les militants du RDPC que je côtoie au quotidien à la base sont tellement dessus, au point où je vous assure que si aujourd'hui, demain on dit qu'il y a élection, ce serait une catastrophe pour nous. Tellement les personnes zélées, parfois apolitiques, certains n'ont même pas, toutes ces personnes-là, d'en haut là-bas, qui donnent des instructions, parfois en bas, n'ont même pas de carte de parti. Deuxièmement, sur Banganté. Alors, je termine là où, effectivement, le camarade et frère, quand je dis camarade, c'est pas au sens politique, le compatriote estimé et brillant analyste, parce que Éric Wafo fait partie des gens qui animent bien la scène politique ici depuis 20 ans, Jean-Robert, pardon. Et à partir de là, il chute sur une image, les noms. Je voudrais quand même dire que Éric Nyat jouit d'une double légitimité. 1, je suis honnête, en tant que membre du comité central, si vous me demandez, est-ce que vous connaissez Éric Nyat comme militant? Oui! Oui! Moi j'ai été, je me rappelle, dans des terrains de basket à Banganté, que le militant et le camarade Éric Nyat a mis en place. Éric Nyat connaît le parti. Et je voudrais vous dire quelque chose, mon frère Robert. Toutes ces élites-là, les fils des ministres, les fils des présidents, ils ne sont pas 1% même à militer dans le parti. Moi, je félicite un garçon comme Éric Nyat. Et de 2, la deuxième légitimité, il faut le dire, il a été investi par le parti. Alors, quelle est cette affaire où, et je termine sur votre préoccupation, monsieur Noufélé, quand vous parlez à la fin, y compris les fils de chef d'État. Lorsqu'un fils de chef d'État, comme Ali Bongo a été au PDG, il a milité. Il a été ministre des Affaires étrangères. Et il a été ministre de la Défense. Comment on peut comprendre que légitimement, on me dise qu'il n'a pas été préparé? Je peux vous dire la même chose, plus loin, d'un garçon comme Ford Nyassibé, que je connais très bien, qui s'est battu dans le parti avec son père, qui a été député et qui est devenu président. On peut constater la même chose à côté de nous en Guinée équatoriale. Bon, au Cameroun, ce n'est pas le cas. Peut-être vous allez me dire que Franck, je le reconnais, bon, il n'a pas été militant. Ça, il faut aussi qu'on le dise. Franck n'a jamais été, du moins moi, et c'est un garçon tranquille, qui n'a jamais demandé, il n'a jamais été militant. Il n'a jamais été même préparé par son père à comprendre le fonctionnement de l'administration. Ramené à Banganté. Je voudrais quand même vous dire que quand vous avez quand même, c'est pas parce que vous êtes le fils de X et Y. Il n'y a pas un délit de nom. Quand vous avez un bon militant comme Éric Nyat, qui est, attention, il faut le dire à ceux qui nous écoutent, Éric Nyat est 3e adjoint au maire. Donc ça veut dire que c'est un camarade politique qu'on doit avoir avec un autre regard. Non, il était, c'est vrai. Il était. Oui. Tu le sais. Oui. Moi j'ai battu campagne depuis au moins 15 à 10 ans avec Éric Nyat. Mais pourquoi donc les gens vont venir dire que... Attendez. Parce qu'il s'appelle Nyat. Non, c'est pas ça. Écoutez, je vous en prie. Professeur Nyamding. Je vous en prie. Je vais dire une chose. Oui. La République, c'est quoi? C'est la chose publique. Oui. Alors, vous avez pris des exemples en Afrique. Je voudrais bien vous en Afrique, où les fils ont milité comme tout le monde. Si les chances sont les mêmes dès le départ, parce que ces fils que vous citez bénéficient de l'appareil de l'État qui est totalement partisan et dévoué à leur père. Si c'était des gens qui, si on avait par exemple un code électoral, un système électoral consensuel, et que par la suite, le fils passe au terme d'une élection crédible,
et transparent, il n'y aurait pas de problème. Mais le problème en Afrique, c'est quoi? Notamment en Afrique centrale. C'est que le père met à la disposition et par force du fils tout l'appareil qui lui est dédié. Oui. Et d'ailleurs, un appareil d'État ne doit pas être dédié à un individu. Mais sauf qu'il devient carrément les propriétaires de tout l'appareil de l'État qui scelle, qu'il confisque, qu'il dépose comme un coffre quelque part, et il prépare l'enfant, et quand le moment arrive, il passe à l'enfant. Et vous avez dit une chose sur ce qui s'est passé au Tchad. Oui, c'est des frustrations. C'est des frustrations. Les populations de Banganté également, et je veux dire les conseillers municipaux, vous avez vu mon développement à l'entame. Il n'y a pas eu de déloyauté par rapport au texte, parce que quand vous allez et qu'on vous tape là-bas, donc soyez élégants, soyez dignes. Mais il se trouve que, en Afrique, d'abord posons-nous la question de savoir pourquoi ailleurs ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas comme ça. Même quand ça se passe ailleurs, c'est pas de façon directe. Aux États-Unis, ça s'est passé comme ça. Mais c'est pas de façon directe. Le père Bush est parti. Et il y a eu Clinton qui est venu, et c'est après Clinton que W. Bush est arrivé. Mais si vous me laissez, même si c'est directement, d'abord les Américains n'allaient pas accepter parce qu'à un moment donné, donc, ils allaient dire, mais oh, vous aussi, arrêtez. La preuve, c'est quoi? C'est que Hillary, qui est une femme d'exception, qui a brûlé sa bosse, à un moment donné, donc on a dit non, on peut faire Trump. C'était Trump. Oui. C'est pour vous dire quoi? Oui. Posez-vous la question de savoir pourquoi, par exemple, en France, François Mitterrand, qui était un parrain, qui était un président, qui rassemblait tout le parti socialiste, pourquoi il n'a pas mis son fils Jean? Attends, mais Jean-Christophe était un acteur décisif. Oui, mais il était un acteur décisif dans l'ombre. Non, il était chargé des affaires africaines. Mais dans l'ombre. À l'Élysée. Oui, ça c'est. Claude Chirac et Aïbert étaient conseillers de son père. Oui. Tout ça c'est dans l'ombre. On ne l'a pas préparé pour prendre l'appareil politique. Absolument. Ah non, d'accord, nous sommes. Parce que les hiérarques de ces différents partis ne pouvaient pas accepter. Nous sommes d'accord. Est-ce que vous pensez. Ce n'est pas le cas. Justement, après vous Jean-Robert, Pascal Charlemagne-Niamzing, est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, c'est un scénario qu'on peut envisager, au-delà de l'Amérique Banganté, de préparer l'un des enfants du président de la République pour être candidat du parti au pouvoir en cas de vacances, en cas d'absence définitive du chef de l'État? Pensez-vous qu'un tel scénario peut se dessiner au Cameroun? Voilà, je ne vais pas esquiver votre question. Je coordonne, je vous assure, le plus grand mouvement qui engage les militants du parti. Causez avec les gens sur le terrain. Le mouvement national des biaïstes qui fête au mois de juin ses 30 ans d'existence porte autour d'un projet amené par le président Paul Biya qui est le renouveau. Dans le cas du Cameroun, en tant que coordonnateur, j'ai observé beaucoup de réserves. Dans cette affaire, vous savez, un homme politique observe. Et à un moment donné, parce que les Camerounais me regardent aussi, en tant que coordonnateur du mouvement des biaïstes, doivent avoir ma position. Dans le jeu politique, Franck Biya, que je connais un tout petit peu, n'a jamais manifesté une envie d'être candidat. Et de deux, si ça en était le cas, un, il se serait rapproché du parti, il n'est pas un militant, du moins à ma connaissance, et tel que j'ai fréquenté Franck, je me permets d'ailleurs de le dire. Et de deux, il n'a pas une expérience administrative. Donc j'ai plutôt l'impression, et je vais vous révéler quelque chose. Il y a une bande de personnes tapis dans l'ombre autour du chef de l'État. Et ça, je vais encore le dénoncer. Oui, je le ferai toujours. Qui s'est accaparé à la fois de manière barbare, discrète et dans l'ombre de tous les pouvoirs de nomination, de promotion, de contrôle et de neutralisation du chef de l'État. Parce que je suis de ceux qui disent que le président est pris en otage, c'est mon maître politique. Il faut que des gens pour le dire. Vous allez voir quand le président ne sera pas là demain, ils vont se dire que oui, on savait ci, on savait ça, on savait ci. Mais il faut le dire, personne n'aime Paul Biya plus que moi. Parce que j'aime le président, il faut que les gens sachent que Paul Biya a fabriqué des hommes politiques qui peuvent toujours dénoncer des choses pour protéger le président. Donc ils ont donc fabriqué la candidature de Franck. Dans quel intérêt? Bravo, vous m'avez coupé, c'est là où j'allais. Il faut à l'effet de tuer une rivalité Nanga et Boulou. Bon, alors donc, ce clan
qui se bat pour confisquer le pouvoir, pour arriver au pouvoir, mais va éliminer tout simplement les boulots. Alors pour dégoûter la société camerounaise, moi je vous le dis, je suis politologue, je suis coordonnateur, je suis militant, je connais la politique, je fais la politique, et je soutiendrai le président Paul Biya jusqu'à son dernier souffle, a donc créé et inventé l'autre clan et quelques personnes au-delà de l'autre clan qui rivalise avec les boulots. Alors ce clan-là a donc mis en avant pour exposer le président, pour exposer son fils et pour exposer le clan boulot. Ils ont donc mis en avant et inventé la candidature de Franck à l'effet de s'accaparer des affaires. Ramenez donc à Banganté. Voyez le lien. Ce qu'il dit extrêmement important. Il faut suivre. Et vous allez donc comprendre que c'est la bataille de succession qui a commencé. Voilà. C'est le grand soir. C'est moi qui vous le dis. Non, parlez du grand soir. Vous comprenez? La bataille de succession, voilà. J'ai eu le courage de... Vous croyez qu'on m'a envoyé à Garoua pour rien? Ils m'ont envoyé à Garoua parce qu'ils estiment que moi je vois ce qu'ils sont en train de faire au président. Ces gens n'ont pas de respect pour le président de la République. Ils traitent aujourd'hui le président... Quand j'ai parlé du coup d'état scientifique, j'ai démontré quoi? Qu'ils poseront à un moment donné des actes pour donner l'impression que le président est gaga, qui ne comprend plus rien, qui ne contrôle plus le pouvoir. Et ils vont donc créer un troisième cercle. Le cercle qui peut venir des militaires, le cercle qui peut venir de l'armée, et comme sous Bourguiba, et à un moment donné, eux-mêmes viendront vous dire que le président de la République ne tient plus et on va le mettre peut-être là où on ne sait pas. Donc la candidature de Franck, c'est une distraction. Je voudrais donc ramener à Banganté vous dire que Éric Niat, pour moi, est un militant, mais le pauvre préfet, que peut-il donc faire face à une tornade administrative, mais qui se déploie sur tout le monde? Je vous en prie, ne vendez pas cher la peau du pauvre préfet. Aujourd'hui, nous sommes dans un système que je soutiens où leur première tentative de coup d'état scientifique était de mettre les militants engagés hors jeu. Elle dit, quand vous faites la politique, vous connaissez le RDPC, on vous met de côté. 2. Entretenir la tornade et la frustration administrative causée avec les préfets, causée avec les gouverneurs, causée avec les magistrats, causée avec les professeurs des universités, causée avec les commis d'État. Qui n'est pas frustré? Qui? Et quelle est la source de la frustration, professeur? Le pouvoir. C'est une bataille de pouvoir. C'est-à-dire que, écoutez, quand vous prenez un cas comme le mien, qui est un cas flagrant, quand vous prenez un professeur titulaire qui demande et qui enseigne dans une institution depuis 20 ans. Mais quoi? Mais ils ont dit que bon, lui, on commence par capturer, parce qu'ils disent que je parle beaucoup, celui qui donne plus l'impression qu'il connaît le président, à l'effet de montrer que Paul Biya n'existe plus. On frappe d'abord sur Messanga, on l'envoie au nord pour passer le message aux autres. Vous croyez que mon affectation, ma mise à disposition à Garoua, c'est une simple affaire? C'est une affaire de putschistes. C'est un putsch et non militaire. Où les gars sont en train de dire que bon, on va donc montrer à ce monsieur que Paul Biya n'existe plus. Alors justement, cet acte, les actes. Je vous en prie, je vous en suis. Permettez, Jean-Robert, c'est en train de le suivre. C'est allez-y. Oui, allez-y, professeur. Je suis sur ce point. Oui. Les actes de Banganté, la candidature de Franck Biya, la frappe terrible. J'ai été convoqué au CED, hein, sans motif. Et mon délogement, ma déportation, ce sont les signes qui tendent à montrer que Paul Biya ne tient plus. C'est ce que ces gens font croire. Et je voudrais vous montrer que le temps nous le dira, parce que je pense que Paul Biya est encore là. Alors, il faut préciser qu'on ne fait pas une émission pour stigmatiser les communautés, quelles qu'en soient les communautés du président de la République. Vous avez parlé tout à l'heure de communauté boulot. Nous ne voulons pas dans cette émission. Non, je vous ai exprimé ce que les autres préparent. Voilà. On n'est pas stigmatisé une communauté, n'est-ce pas, Robert? Oui, c'est important, important d'apporter cette précision. Aucune stigmatisation de communauté. On va avancer dans l'émission. Jean-Robert, permettez à d'autres de réagir. Roger Justin Noah réagit aux emplois militaires et civils au Cap. Permettons d'abord à Roger Justin Noah de réagir sur ce débat. La question autour de la mairie de Banganté qui est liée à cette bataille de succession au sommet de l'État. Est-ce que vous avez la même perception lorsque vous suivez les analyses qui sont faites sur ce plateau? Bien, mais je voudrais d'abord dire une chose. Banganté montre encore à souhait l'infondation de l'État au parti RDPC.
parce que le préfet représente l'État qui est au-dessus de nous tous. Et en tant que tel, il devrait se soumettre uniquement à la loi. Tout à fait. Mais il s'est soumis à l'influence d'un parti politique. Démontrant par cet acte-là ce que nous avons toujours dit, qu'au Cameroun, l'État, c'est le RDPC. Et je voudrais vous rappeler que récemment encore, je pense, la troisième personnalité de l'État, le président de l'Assemblée nationale, a donné des instructions concernant son parti politique, pas l'Assemblée nationale, sur le papier en tête de l'Assemblée nationale. Tout le monde a vu ça. Tout à fait. Mais ça demande quoi? Ça veut dire que pour eux, dans leur esprit, l'État, c'est le RDPC. Et c'est ce qu'on a compris à Banganté. Maintenant, sur les analyses du professeur et tout ça, nous avions toujours dit que nous avons toujours appelé à la vigilance des Camerounais pour que le gré à gré qui est déjà en marche au sommet de l'État n'aboutisse pas. C'est pas une histoire, il faut que ce soit clair, c'est pas une histoire du MSC, c'est pas une histoire de tel, c'est une histoire de l'État, c'est une histoire de tous les Camerounais. Parce que nous vivons tous les désastres de ces régimes. Et même si c'est malheureux, le professeur Moussa Ndiamdi en est un vibrant exemple. Ça veut dire que si vous restez de côté, vous dites ça ne me concerne pas, demain ça va vous concerner. Par conséquent, il faut que nous nous mettions ensemble pour dire non à ce qui se prépare. Nous ne sommes pas au Cameroun dans une dynastie. D'où vient-il qu'après Paul, c'est Paul? Non, nous ne voulons pas de cela. Et il faut que les Camerounais se soulèvent. Moi, je considère que c'est un ballon d'essai. Ils ont lancé ça comme ça pour voir quelle sera la réaction des Camerounais. Peut-être la guerre qui a lieu déjà dans les régions nord et sud-ouest. Le conflit avec Boko Haram à l'extrême nord et peut-être de temps en temps les incursions à l'est du Cameroun ne suffisent pas. Une chose est sûre, s'ils vont à ce niveau-là, ils vont ouvrir une autre guerre. Ça c'est sûr. Parce que les frustrations, comme les autres l'ont dit, vont faire en sorte que les Camerounais se lèvent et prennent d'autres voies, même si ce n'est pas la nôtre au MSC. Alors, il y a eu une interview, Edmond Kamia, du chef de l'État à France 24, il y a quelques années. La question lui a été posée s'il préparait un successeur à la tête de l'État. Il avait indiqué que le Cameroun est une république. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Et le moment venu, il y a des mécanismes prévus par la Constitution pour l'élection d'un nouveau président. Est-ce que vous avez le sentiment, au regard de la situation actuelle, que ce discours, cette trame de fond dans les propos du chef de l'État reste celle qui est de mise au sommet de l'État? Avant de répondre à cette question, je voudrais dire un mot encore sur la situation qui prévaut à Banganté, des éléments qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans ce terroir. Parce que la commune d'arrondissement de Banganté, c'est un ressort territorial qui a au moins, je crois, 7 villages ou 7 chefferies. Et il y a là-bas comme une règle non écrite, si ce n'est tacite, qui voudrait que si un ressortissant d'un village a une fonction importante au niveau de la fonction publique, au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, il serait de bon ton que le ressortissant d'un des autres villages de la commune d'arrondissement puisse présenter un ressortissant à la commune pour qu'il soit le mieux placé pour obtenir par exemple le poste de maire. Malheureusement, tout se passe comme si, depuis un certain temps, ce sont des grandes familles de Banganté qui se succèdent à la tête de la mairie. Or, il y a 6 autres villages dans cette commune d'arrondissement de Banganté. Il y a 6 autres villages qui aimeraient bien que les ressortissants, n'est-ce pas, de leur village puissent être mieux positionnés. Et ça, c'est un des éléments importants de frustration qui se trouve, qui réside, qu'il faut comprendre, qu'il faut mettre dans le débat pour mieux comprendre pourquoi les gens sont exacerbés par la volonté d'Éric Niat de briguer la fonction de maire. Je n'ai personnellement rien contre Éric Niat qui a fait ses preuves comme militant. D'ailleurs, le professeur Messanga Nyamdine disait que c'est un bon militant. Un très bon militant. Un bon militant qui a été investi par le RDPC. Mais il faudrait que quand le RDPC investit un candidat, qu'il puisse tenir compte, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe dans le territoire, dans le terroir concerné.
notamment au niveau des règles qui permettent de vivre ensemble dans cette commune d'arrondissement. J'ai dit dans Banganté, la commune d'arrondissement, il n'y a pas que les originaires de Banganté même, il y a d'autres villages à côté. Les villages d'Aoussa, Banganté et autres. Il y a d'autres villages, d'autres chefferies dans Banganté qui aimeraient bien que leurs ressortissants aient un poste aussi important. Et c'est à ce niveau que cela rejoint tous les débats tout à l'heure qui ont été présentés par le maire, M. Jean-Robert Wafo et le professeur Messanga, sur la bataille de succession au pouvoir. Donc les gens ne voudraient plus que ce soit la reproduction de l'élite, non seulement au sommet, mais au niveau du terroir. J'aime bien l'expression du terroir. Parce que si déjà à la base, ça se passe ainsi, et on le voit, ça se passait déjà au sommet. Quand le terroir et le sommet vont se retrouver avec la reproduction de la même élite, cela signifie que les familles pauvres, les familles dont les enfants n'ont pas bénéficié des mêmes facilités. C'est-à-dire la majorité, quoi. Oui, la majorité silencieuse, frustrée, cela prépare le lit d'une grosse révolution. Exact. Je tenais à le dire avant de répondre à votre question, M. Noufélé. Maintenant, la déclaration qui a été faite à France 24 par le président Paul Biya, dans un contexte précis, il faut le dire, il était en visite en France, et la question lui a été posée de savoir s'il prépare un dauphin, parce que c'était le sens de sa question. Et en bon légaliste, parce qu'il faut le rappeler, Paul Biya, c'était un juriste de formation. Et un grand légaliste. C'est un juriste de formation. Donc, c'est le juriste, le légaliste, qui répondait à la question du journaliste. Que le Cameroun, c'est une république qui a des modes de dévolution du pouvoir. Il y a des élections. On n'a pas besoin de préparer un dauphin. Tout à fait. Que le dauphin, et c'est sa position. C'est en réalité dans un royaume où ça se passe de père en fils. Ça, c'est le sens de la réponse de Paul Biya. Mais la question, votre question est très importante parce que, en réalité, ce qu'il a dit à l'époque, est-ce qu'on peut la considérer comme telle dans le contexte d'aujourd'hui? Oui. Où il se retrouve dans une situation de vulnérabilité parce qu'il n'a plus les mêmes forces. Il n'est plus aussi jeune. Tout à fait. Et il a entouré, je ne dirais pas des dinosaures, mais il a entouré des grands calculateurs. Des prédateurs. Des prédateurs. Voilà. Parce que le terme c'est prédateur. Il a entouré de grands prédateurs. Qui font très mal en ce moment. Qui font très mal. La parole. Laissez-moi utiliser mes propres termes. Mais je sais qu'il a entouré de prédateurs. Et des personnes qui sont intéressées par son pouvoir. Qui souhaitent lui succéder par le gré à gré. En tout cas, qui souhaitent jouer un rôle important dans la dévolution du pouvoir. En écartant la Constitution. Et cela nous ramène au problème tchadien. N'oubliez pas, et ça il faut le dire, lors des réactions des chefs d'État, après l'assassinat d'Idriss Déby Itno, rappelez-vous la position du Cameroun, qui a été biface. Et je vais expliquer pourquoi. Officiellement, le chef de l'État a adressé des lettres de condoléances au comité militaire tchadien. Ça, c'est le sens de la lettre signée Paul Biya pour adresser ses condoléances à la famille et au comité militaire tchadien et non pas au gouvernement et au peuple tchadien. Par contre, le même Cameroun, qui est membre de la CEAC et dont le chef de l'État assure, la CEMAC, le chef de l'État assure, il faut le dire, la présidence, ont publié des communiqués qui vont dans le sens non pas de reconnaître le comité militaire tchadien, mais le peuple tchadien et les condoléances à la famille du président Idriss Déby. Donc, le Cameroun a joué sur les deux tableaux. À l'international, le Cameroun est d'accord avec l'Union africaine, avec la CEAC, avec la CEMAC, qui vise, n'est-ce pas, à ne pas reconnaître la junte militaire, mais le Cameroun, en tant qu'État, Paul Biya, en tant que président de la République du Cameroun, a reconnu le comité militaire tchadien. Et s'il faut lire et comprendre cette grille de lecture qui montre Paul Biya, qui a une façon de réfléchir, une façon de se positionner à l'international, une façon de se positionner comme Cameroun, c'est qu'il faut lire dans ces deux lectures et voir d'abord la coopération bilatérale entre le Cameroun et le Tchad, mais également le fait que le Cameroun à l'international tient compte, n'est-ce pas, de la position de l'Union africaine, des institutions internationales. Quand il est avec les autres États, il partage la position des autres États. Mais quand il peut, en toute souveraineté, donner sa position, il le fait en tant que président de la République du Cameroun. Je voudrais très rapidement dire que oui,
je ne peux pas sur ce plateau laisser dire que M. Paul Biya est légaliste. Est-ce qu'un légaliste permet que des compatriotes soient emprisonnés, traduits même devant des tribunaux militaires pour leur opinion politique, en violant les lois du pays? Est-ce qu'un président légaliste permet que chaque jour, le gouvernement viole ses propres lois? Non, M. Paul Biya n'est pas légaliste. Il fait d'être légaliste. Alors, avançons, déroulons le fil conducteur de cette émission. Vous allez réagir après. Non, sur ce point. Je vous en prie, permettons qu'on évolue. Permettons qu'on évolue. Je suis le modérateur. Permettons qu'on évolue un peu sans l'émission. Jean Robert a d'abord la parole. Oui, d'accord. Jean Robert a d'abord la parole. Mais nous évoluons tout de même dans le cadre d'émission. Cette émission est formidable. Dans le fil conducteur, il y a la question du Covid-Gate qui se pose, qui est aussi une préoccupation importante pour les Camerounais. On a suivi Jean-Robert Wafo, le député Jean-Michel Nitieux, dénoncer depuis près d'1 an des soupçons de détournement des deniers publics relatifs à la gestion financière de la crise sanitaire. Et il y a eu 2 correspondances qui ont alimenté les débats ces dernières semaines. Celle du secrétaire général de la présidence de la République adressée au ministre de la Justice, dans laquelle il demande d'ouvrir des enquêtes judiciaires contre les auteurs, co-auteurs de malversations financières. Et en réaction, le ministre de la Justice qui demande les éléments d'investigation pour mener l'enquête judiciaire. Quel regard portez-vous sur Avant de répondre à cette bombe sanitaire, permettez-moi, Céline Oufélé, juste 30 secondes pour cette bombe nucléaire en préparation dès le grand soir. Première chose, au regard de ce qui s'est passé au Tchad, en cas d'empêchement du président de la République, pour cause, je ne sais pas, décès, maladie, tout ça, qui va annoncer son empêchement? Je parle de l'annonce. C'est pas inscrit dans la Constitution. Hein. Ce qu'on dit, il faut une modification de cette Constitution. Au regard de ce qui s'est passé, ce n'est pas annoncé. Le Conseil constitutionnel constate, mais qui va annoncer? Je me rappelle, et tout le monde se rappelle, en Côte d'Ivoire, quand le président Houphouët-Boigny est tombé, il y a eu une bataille de sérail entre le Premier ministre Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale, Konan Bédié, pour savoir qui devait aller annoncer. Évidemment, on a tout fait appel au Tchad, c'était des contacts avec Paris et tout, et tout, et tout. De deux, puisque ce sera sanglant, si rien n'est fait, si le président de la République n'a pas un sursaut patriotique pour dire je suis en train de partir, je ne peux pas laisser mon pays, c'est-à-dire que tomber dans des ruines, je ne peux pas laisser une marée de sang. De deux, il faudrait qu'on inscrive également dans la Constitution le fait que, c'est-à-dire les dispositions qu'on peut prendre quand un candidat d'un parti politique, un candidat majeur par exemple d'un parti politique, si après la date limite de dépôt de candidature, s'il décède, qu'est-ce qu'on fait? Le parti remplace, donc procède à son remplacement, ou alors le parti ne peut pas le faire au motif que certaines personnes vont donc brandir la date limite de dépôt de candidature. Dans d'autres constitutions, c'est prévu. Ces mécanismes-là sont prévus. C'est la raison pour laquelle l'opposition dans son ensemble demande une révision du système électoral, pas seulement du code électoral, il dit bien du système électoral. C'est pour ça que je parle d'une bombe nucléaire terrible. Je dis terrible qui arrive là au Cameroun. Et j'ai pas envie que mes compatriotes, que nos enfants, demain se disent, pendant qu'ils étaient là, qu'ont-ils dit? Pourquoi n'ont-ils pas vu ça venir? Donc il faudrait une révision du système. Notamment la révision de la Constitution. Quand je parle du grand soir, vous n'êtes pas en train d'écouter. C'est ça. Il faut faire attention. Pourtant, c'est vous le qui va annoncer? C'est vous parce le que plateau. Le premier qui aura l'information, s'il n'y a pas cette disposition-là, il peut dicter sa loi. Je me rappelle pour l'affaire du Tchad. Quand Jean-Luc Mélenchon, dans un tweet, le samedi soir, il mentionne M. Macron ne doit pas intervenir dans les affaires tchadiennes. Ça veut dire qu'il y a l'information. Il a l'information que l'homme serait mort. Mais c'est le mardi qui suit
qu'on rend ça officiel. Et entre-temps, les sources parlent de tractation entre Paris et puis la jeune... Bref, et les... la proclamation des résultats, il est déjà mort. C'est des choses, monsieur Cédric Mouffelé. Votre émission d'aujourd'hui... Mais c'est une réalité. Extraordinaire. Bon, maintenant, je reviens à la bombe sanitaire actuelle. Oui, nous, le Cameroun a la chance d'avoir un député. L'honorable Jean-Michel Nitcho. C'est pas parce qu'il est de ma formation politique, c'est pas parce qu'il est de ma famille politique que je le dis. Parce que je tiens à préciser ici que le rôle d'un député, constitutionnel d'un député, c'est de légiférer, c'est-à-dire voter les lois ou bien les rejeter, du moins c'est un vote. Un vote peut être positif, donc on peut être oui ou non, mais surtout de contrôler l'action gouvernementale. Un député qui ne fait pas les deux, surtout quand un député qui ne contrôle pas l'action, pour moi, il n'en est pas un. Pour moi, c'est un députant. C'est pas un député. Parce que voyez-vous, quand il a commencé, quand le non a commencé avec l'affaire de la Covid, des gens qui n'ont de la politique que ce qu'on leur dicte de temps à autre dans les petits salons, son manteau que nous dit, est-ce qu'il a des preuves, est-ce qu'il a des preuves, est-ce qu'il a des preuves. Il a sorti des preuves. Quelques instants après, le Premier ministre a saisi la Chambre des comptes, ce qui était déjà une grande première, puisque ça a été rendu public. Après, on a vu le secrétaire général de la présidence de la République, lui-même d'abord écrit au ministre des Finances, pour lui demander de mettre à la disposition du contrôle supérieur de l'État la somme de 30 millions de francs CFA pour, à l'effet, d'aller contrôler les fonds Covid. Il n'y a pas eu de réaction. Après, il a écrit au ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'ouvrir une information judiciaire. Il y a eu une passe d'âme après. Le ministre de la Justice demande qu'on lui produise le rapport de la Chambre des comptes. Mais écoutez, moi je vais dire, quand le secrétaire général de la présidence de la République écrit au ministre garde des Sceaux, il dit, est jointe à cette correspondance une thermocopie du rapport de la Chambre des comptes. A-t-il envoyé la correspondance avec la pièce jointe? Si c'est oui. Le ministre de la Justice insiste sur les éléments d'investigation. Il précise éléments d'investigation. L'enquête judiciaire. L'honorable Jean-Michel Nitcho a pondu plusieurs correspondances avec les numéros de marché, les noms des attributaires, les montants jusqu'au dernier chiffre près. Il a également les bénéficiaires, les entreprises et les bénéficiaires effectifs. La nouvelle expression fait un formidable dossier. Un formidable dossier dessus. Dans un pays normal, les lois camerounaises disent que même sur ces dénonciations, les parquets doivent ouvrir une information judiciaire. C'est pas un citoyen simple, c'est pas un citoyen lambda qui a peur. Même quand c'est un citoyen lambda, il faut ouvrir une information. C'est un député de la nation. Comment le ministre peut dire que, comment le ministre de la Justice, dans le ministre d'État, peut dire, bon, j'attends ceci. Les parquets sont sous sa responsabilité. Pourquoi ne pas actionner ce levier de la loi qui indique que tu sais un peu dénonciation, on ouvre une information judiciaire. Maintenant, tout le monde a condamné les pratiques, mais il se trouve qu'avant même que le rapport de la Chambre des comptes soit rendu public, ça doit être rendu public. Oui, ça devrait. Parce qu'il ne faut pas personnaliser le pouvoir. Le rapport de la Chambre des comptes devrait être rendu public. On ne l'a pas fait. Le ministre de la Justice ne peut pas me dire qu'il n'a pas de capacité d'entrer en possession du rapport de cette Chambre des comptes, sauf si ce rapport n'existe pas. Et alors là, on peut questionner, n'est-ce pas, le bien fondé de la démarche du secrétaire, du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Mais une chose est sûre, j'ai comme impression, et ça, l'honorable Nitcho l'a dit, qu'on veut faire dans la diversion sur le problème de fond en affichant ou alors en faisant semblant d'afficher une bataille entre des personnalités dans le sérail. Le peuple camerounais n'a pas besoin de la bataille Ngongo et Laurent Esso. Le peuple camerounais veut savoir où est parti l'argent du Covid. Et ce qui est curieux, M. Cédric Mouffelé, alors qu'on n'a pas encore fini avec le scandale sur les 214 milliards de fonds Covid, voilà le secrétaire général de la présidence de la République qui lui-même crée une task force. Et il fait une correspondance au ministre de la Santé
avait pour objet attribution et signature des contrats dans le cadre de la réponse contre le Covid-19. C'est-à-dire attribution. C'est-à-dire qu'on prend, comme je pense cette feuille, je dis je t'attribue ça. Et signature, c'est une injonction. Mais écoutez, avec la liste des sociétés. C'est incroyable. Et donc, les sociétés, il y a Medical Plus Sal, il y a SAT Pharma, il y a Medical Link, il y a Metro Calypsal. Mais je suis allé sur Internet. Donc, j'ai allé sur le moteur de recherche Google. Ces entreprises-ci n'y figurent pas. J'ai même demandé à certains amis qui sont aux impôts, est-ce que ces entreprises sont dans le fichier du contribuable? Donc, j'ai balancé deux et puis ils m'ont dit que bon, ça n'existe pas. Vous vous rendez compte? On parle de combien? 7 milliards de francs CFA. Donc, maintenant, c'est comme si on avait seulement, c'est-à-dire qu'on avait arraché pour avoir sa part, pour avoir accès au contrôle. Et je vais dire, parce que quand on parle de marchés spéciaux, mais écoutez, il n'a pas parlé de marché spécial, hein. Il a parlé d'attribution et de signature de contrat. Parce que les marchés spéciaux portaient, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a eu au niveau du ministère de la Santé, et qui portait sur plus de 50 milliards de francs CFA en 3 mois. Et la nouvelle expression a fait ce formidable dossier. Mais maintenant, ce n'est pas les marchés spéciaux. On ne passe même plus par les marchés spéciaux. Parce que les marchés spéciaux, ce n'est pas également les marchés de gré à gré. Ce qui se passe là, c'est-à-dire c'est un peu comme si vous dites à votre fils, prends-moi ceci, remets là-bas. C'est comme ça qu'une république fonctionne. C'est comme ça qu'une république fonctionne. Mais est-ce que dans le cas de la task force, le SGPR a indiqué il y a quelques semaines qu'il est désormais l'ordonnateur des fonds Covid-19? Est-ce que cela ne justifie pas cette sortie adressée au ministre de la Santé publique pour l'attribution et la signature des contrats? J'ai un problème. Parce que le professeur Niamdien a dit quelque chose là tout à l'heure. Est-ce que les gens ne sont pas en train de montrer que Paul Biya n'est plus là? Parce que le ministre secrétaire général, la présidente de la République, vraiment, sur haute instruction, d'ordre du président. Mais qui avait le président? Monsieur Niamdi Messanga, pourquoi ne convoque-t-on pas les conseils de ministres dans ce pays? Quel est ce pays où un ministre ne peut pas rencontrer son président? Qui l'a nommé? Or, il se trouve que le ministre d'État, Laurent Esso, qui a également été secrétaire général à la présidence de la République, peut-être se dit, bon, ok, mais le chef d'État n'a pas l'habitude d'agir ainsi. Bon, et le Covid aussi aidant. Il va vous dire, je ne peux pas organiser de conseil, sauf que même avant la Covid, il n'organisait déjà pas. Mais il se trouve que ce qui se passe est extrêmement grave. Je vais vous prendre un exemple. Et je dis, la nouvelle expression a fait un travail remarquable. Et je demande à tous les Camerounais qui veulent savoir ce qui se passe dans les détournements qu'il y a eu dans le cadre de la Covid, d'acheter la nouvelle expression, je crois que c'était du mercredi 5 mai, c'était ça, non? Oui, je crois. Oui, le mercredi 5 mai. Il y a tous les détails dessus. Alors, ce sont les dénonciations. Je dis tous les détails. C'est des dénonciations, puisque... Les dénonciations faites par le député... Mais c'est des dénonciations, mais qui lui a opposé un argument contraire? Personne. Personne. Dites-moi, monsieur Cédric Moufélé, avez-vous entendu le ministre de la Santé dire que les dénonciations de l'homme Jean-Michel sont fausses? Avez-vous entendu le Premier ministre dire que c'est faux? Et puis je suis par là, mais parce que le Premier ministre, mais arrêtez quand même dans le pays. Le Premier ministre est le coordinateur national du plan de riposte contre la Covid-19. Ouais. Tantôt c'est le ministre de la Santé qui passe, ensuite c'est le secrétaire général de la présidence de la République. Mais écoutez, mais c'est pas parce qu'il est anglophone, j'ai bien envie de cracher ce morceau. Respectez quand même le Premier ministre. Alors après vous il est l'autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif après le président de la République. Et je rappelle que monsieur Paul Biya était Premier ministre de ce pays. Mais quelle est cette histoire? Après vous, Jean-Robert, j'aimerais avoir la réaction du professeur Pascal Charlemagne Messanga Niamding sur ce Covid-gate dénoncé par
la nouvelle expression, consacrant tout un dossier à ces éléments mis à sa disposition par le député Jean-Michel Nithieu. Que pensez-vous de cette attitude des membres du gouvernement au moment où les partenaires internationaux du Cameroun exigent la transparence dans la gestion financière de la crise sanitaire? Le FMI a attribué environ 200 milliards de francs CFA au gouvernement camerounais. En échange, le gouvernement a pris des engagements de rendre publiques les dépenses semestrielles et un audit indépendant. Comment appréciez-vous l'attitude du gouvernement dans le cadre de la gestion des fonds Covid? Monsieur Noufele, vous savez, je disais parfois ici que j'étais un homme politique accompli. Et certains utilisent leur position de pouvoir, c'est-à-dire la position de décision et de pouvoir, pour que lorsque vous êtes un fonctionnaire et assimilé, on vous frappe, on dit Tcholéré, on dit Garoua, on dit ceci, on dit cela. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Moi, M. Sanga Nyamding, je suis prêt pour faire de la politique. En ce moment très difficile, je suis même prêt à démissionner. C'est une exclusivité que je vous donne. Je suis prêt à me mettre en congé ou prendre une année sabbatique à l'université. Je suis en train de mener ces réflexions. Je ne perturberai pas l'État pour me consacrer à la politique face à ces amateurs qui ont fait un hold-up sur l'État et qui veulent faire un hold-up sur l'État. Ce qui manque aux Camerounais aujourd'hui, ce sont des hommes politiques professionnels et courageux. Et courageux. Ça, à un moment donné, je pense qu'on devrait faire des sacrifices pour sauver quelqu'un que je soutiens, le président, c'est-à-dire sa politique, et venir faire de la politique professionnellement en me mettant en congé même de l'université. Je mène cette réflexion en ce moment. C'est pourquoi, en observation, je vais prendre 30 secondes pour vous dire que, concernant les lettres du chef de l'État, au président Déby, au fils du président et au peuple, je voudrais faire quand même une interprétation pondérée. La première, le président Paul Biya adressait les condoléances au président tchadien. Relisez-la bien, vous avez des meilleurs yeux que moi. La deuxième, il adressait les condoléances, pas parce qu'il soutenait le putsch, au fils du président, à la famille. Ça aussi, il faut qu'on fasse des interprétations justes. Deuxième observation en une seconde. Le cadre de succession est organisé au Cameroun par Paul Biya. Il a dit, il y aura les institutions, mais pour ceux qui ne le savent pas, écoutez-moi bien. Paul Biya prépare le relais dans le parti qui va être en concurrence avec les autres. L'article 27. Mais les gens ne le savent pas. Je dois le dire, l'article 27 peut permettre au président national du RDPC d'être le candidat du parti à l'élection présidentielle. À ce titre, M. Sanga Nyamding, l'homme politique, le biaïste, voudrait dire à ceux qui nous écoutent, ne paniquez pas. À un moment donné, on aura un président national dans notre parti. Lorsque le président estimera qu'il doit passer la main, peut-être il pèsera sur le choix du président national, peut-être ne le fera-t-il pas. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est au sein de notre parti. Parce que moi, j'ai mon parti. J'aime Paul Biya, que nous allons préparer le futur président national quand Paul Biya le verra. Ramené à la Covid. Mais la position du gouvernement est impertinente. Elle est impertinente. Ces gens trahissent Paul Biya. Ce sont des traîtres. Je vais vous dire pourquoi. Prenez le dispositif et l'arsenal constitutionnel du Cameroun. Vous allez vous rendre compte, pour ceux qui nous écoutent, vous avez devant vous la Constitution que je connais au bout des doigts. Si vous lisez les articles 11 de la Constitution, les articles 12 que je résume pour vous, le Premier ministre dispose de ses pouvoirs. Dans l'article 11, c'est le chef du gouvernement. Comme l'a dit Robert, je veux que certains Héracles qui sont en train de déstabiliser le système du président et trahir le président comprennent que quand c'est Robert Wafo, qui est un opposant qui vous donne une leçon de légitimité et de respect du président de la République, ça devient honteux. Parce que c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui doit tenir cette affaire. Et il faut aussi que je parle à mon camarade politique Jean Gouté, que je connais très bien, mais à un moment donné, qu'il prenne ses responsabilités encore. Il ne peut pas tout le temps, et je le comprends, parce que je continue à vous dire que, et je mesure ce que je dis, les ministres sont frustrés. Moi, je les rencontre.
Et ce qui est terrible, c'est que lorsque vous rencontrez un camarade membre du gouvernement, un camarade, je ne sais pas moi, gouverneur, un directeur, EG, tous vous murmurent, non, ce n'est que pour un temps. Le temps là va durer. Entre-temps, les gars vont faire des dégâts. Qu'est-ce qu'il veut dire Chacun vous dit que... Pour ça, ce n'est qu'un temps. Je vous dis, pour ça, pour qu'on comprenne, ce n'est qu'un temps. Lorsqu'il vous le dit, ce n'est qu'un temps. Il veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire, en réalité, la frustration s'est emparée de toute l'élite politique et même l'élite privée, où chacun s'est à l'oreille que attendez, c'est bientôt la fin. Vous dites bientôt la fin depuis plusieurs mois, hein, des années. Bon, entre-temps, les Camerounais sont frustrés, les enfants meurent dans les hôpitaux, le président est abusé, et plus grave encore, vous avez vu cette note lue par Robert Wafo? Attribution, relisez, rappelez-moi ça. Attribution et signature des contrats. En tant que professeur de droit public, c'est très grave. Quelles sont les fautes? Il faut à un moment Quelles sont les fautes que vous avez identifiées dans cette correspondance? J'en vois 3. Je vous en prie. Allez-y. La première, le secrétaire général de la présidence de la République, au regard de notre réglementation, n'a pas le droit de s'adresser directement au ministre. Oui, les gens sont là parce qu'ils veulent des postes. Ils veulent même des postes de chef de cuisine, chef de ceci, chef de cela, au point où chacun, les intellectuels ne veulent plus jouer leur rôle. Je vous dis, vérifiez tout ce qui encadre nos textes réglementaires. C'est le chef du gouvernement. Il s'adresse au secrétaire général des services du Premier ministre et le Premier ministre, parce qu'effectivement la délégation de signature est conforme. Encore que, quand vous prenez juridiquement cette délégation de signature, je demande aux Camerounais qui nous suivent, allez lire l'article 10, alinéa 2 de la Constitution. Le président de la République peut déléguer certains pouvoirs. On commence par le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. Tout à fait. Vous comprenez? Quand vous êtes un homme politique, vous devez être formé. Il faut que ces gens sachent que Paul Biya a formé des enfants qui iront jusqu'au bout, sauf s'ils me tuent physiquement parce que j'ai des menaces de mort. Ah bon? Oui, mais tant que... Écoutez, c'est connu. Déjà. Bon, oui, écoutez. Et pour revenir sur cette affaire, donc première remarque, il ne peut pas, le secrétaire général de la présidence, de manière réglementaire, ne peut pas directement s'adresser à un membre du gouvernement quand il y a le Premier ministre. Objectivement, c'est parce que John Gouté, c'est quelqu'un de calme, de pondéré. Bon, on a même vu certains trucs. Mais un autre Premier ministre aurait pu dire, je dis non, je démissionne. Vous comprenez? Cette bataille de succession-là, nous la surveillons. Deuxièmement, mais écoutez, les marchés publics sont encadrés. C'est pas vrai? Mais c'est clair. L'octroi de marché public. Il y a le code de... Vous comprenez? C'est-à-dire que ce que nous vivons, et c'est là que vous voyez jusqu'à quel point les Camerounais sont lâches, malgré leurs titres, les uns des ministres, des DG, de ceci. C'est des gens, le Camerounais est tellement épris et gourmand du pouvoir que vous pouvez chier sur sa tête, pisser sur son nez, prendre sa femme, prendre ses enfants, mais parce qu'il veut préserver son poste, il va toujours vous dire Amen. Donc vous voyez que c'est très grave. Et puis, dans cette relation, troisièmement, mais le ministre de la Santé, le pauvre ministre de la Santé, ce brave Manaouda Malachi, qui faisait des conférences de presse, qui expliquait tout, qui a même voulu à un moment donné montrer aux Camerounais comment est géré le fonds Covid. Est-ce que vous entendez encore ce brave ministre? Le Premier ministre est frustré parce que les menaces sont venues de quelque part. Le ministre de la Santé est frustré parce que les menaces sont venues quelque part. Et les Camerounais continuent à vous dire à l'oreille que ça va passer. Ce n'est qu'un moment. Ce n'est qu'un moment. Mais la démocratie que Paul Biya nous a octroyée, c'est que les intellectuels, les contre-pouvoirs tenus par la presse, par la société civile, par des hommes et des femmes courageux, disent que ce que Paul Biya nous a donné là, cette belle démocratie que moi j'adore, personne ne pourra nous l'arracher. C'est pourquoi je continue à vous dire, Cédric Noufelé, que ce que nous voyons là, est très grave. Alors après vous, Pascal Charlemagne Moussanga Niamdine, j'aimerais avoir
le regard que porte Roger Justin Noah sur ce Covid-Gate et sur les démonstrations qui viennent d'être faites concernant l'attribution et la signature des contrats exigés par le secrétaire général de la présidente de la République et adressés au ministre de la Santé publique avec ampliation au secrétaire général des services du Premier ministre et du ministre des Finances. Est-ce que pour vous, cette méthode de management des fonds publics permet d'entrevoir une transparence dans la gestion financière de la crise sanitaire? Permettez-moi de revenir sur un point. Tout à l'heure, j'ai entendu mon compatriote, le professeur M. Nyamding, parler du président de la République pour dire s'il ne peut plus qu'il libère. Non, je n'ai pas dit ça. Ah, c'est pas ce que vous avez dit. Non. De toute manière, ce que je voudrais dire, c'est qu'au soir du 6 octobre 2018, M. Paul Biya a décidé de se maintenir au pouvoir. Mais aujourd'hui, Pas les yeux, mais quand même. nous constatons qu'il n'arrive pas à assumer les rênes du pouvoir. Et on s'en étonne. C'est un peu comme on peut reprendre le chanteur qui a demandé « Est-ce qu'on vous a pas laissé ?» On pourrait poser la question à M. Paul Biya. Est-ce qu'on vous a pas laissé? Pourquoi est-ce que vous n'assurez pas la gestion du pays alors que vous avez tout fait pour vous maintenir honteusement à la tête de l'État? Maintenant, pour revenir à votre question, je voudrais dire qu'ici, il s'agit de deux choses. Il s'agit de transparence, il s'agit de bonne gouvernance. Vous saviez que pour l'approbation du second décaissement de 86,2 milliards, le FMI a demandé à l'État, au gouvernement, des gages de transparence. Et c'est à l'issue de cela qu'en octobre, le ministre de la Santé a fait une publication sur les différents marchés, ce qu'ils ont appelé les marchés spéciaux, qui faisaient une somme de 50 milliards. Arrêtons-nous d'abord. Non, c'est pas le ministre. C'est pas le ministre qui fait la publication. C'est l'honorable ministre qui fait la publication. Non, moi j'ai vu un document. J'ai vu un document signé par le défunt secrétaire d'État. Je sais de quoi je parle. J'ai ces documents dans mes archives. Voilà, effectivement. Voilà. Alors, il faut que nous sachions tout ce qui est une chose. Le président Paul Biya, président de fait de la République du Cameroun, a lui-même signé un décret le 20 juin 2018 portant code des marchés publics. Tout à fait. Et dans ce code-là, il y a l'article 71 qui parle des marchés spéciaux. Parce que le document dont je parle, qui a été signé par le secrétaire d'État défunt, parle de marchés spéciaux. Or, à bien regarder et à l'article 71 dont je parle là, il y a une première chose. Ces marchés spéciaux sont des marchés qui n'entrent pas dans le cadre ni des marchés d'appel d'offres, ni des marchés de gré à gré, mais obéissent à certains critères. On dit essentiellement les marchés relatifs à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'État. Dis-moi, en quoi est-ce que les sous-chaussures qu'on achète sont stratégiques dans l'État du Cameroun? En quoi est-ce que qu'est-ce que je veux dire? Les blues sont stratégiques. Les camps. Et M. Nufele, il est dit clairement à la ligne 4 que les marchés spéciaux sont passés après autorisation du préalable. C'est bien dit, préalable, c'est pas le préalable du président de la République. Est-ce que les marchés spéciaux qui ont été passés en juin, juillet et même octobre au ministère de la Santé ont respecté ces dispositions du décret du 20 juin? C'est entre le 14 mai et le 19 août. Voilà. Maintenant, 2020. Il ne faut pas que l'on fasse comme si c'est le FMI qui vient imposer la transparence et la bonne gouvernance au Cameroun. Je voudrais dire qu'il y a une loi, peut-être les gens ne le savent pas. Il y a une loi, la loi 2018/011 du 11 juillet 2019 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun. C'est une loi de la République qui impose la transparence et la bonne gouvernance à l'État. Par exemple, il nous a parlé tout à l'heure, il nous a parlé des députés.
Oui, c'est déjà dans la Constitution. Mais dans certaines lois, à l'article 40, toutes les opérations relatives aux recettes, aux dépenses, au financement des budgets des administrations publiques doivent être soumises à un contrôle politique, juridictionnel et administratif. Et 41, le contrôle politique est assuré par le Parlement. C'est ce dont parlait tout à l'heure. Et la transparence exige que l'ensemble des informations et documents relatifs aux finances publiques tels qu'ils découlent de la présente loi sont publiés par les institutions compétentes sur le site internet dès qu'ils sont disponibles. Ça, c'est la loi. Est-ce que cette loi est respectée? Si je vous dis ça, c'est parce qu'elle n'est pas respectée. Je vais vous surprendre encore. Et là, vous allez voir le lien avec la lutte contre la corruption. Ils ont là déjà l'article 66, mais il y a l'article 51 de cette loi qui exige aux détenteurs de toute autorité publique, élus, membres du gouvernement ou hauts fonctionnaires, une déclaration de leur patrimoine en début et en fin de mandat ou de fonction. Est-ce qu'ils le font? Mais c'est dans ces pays où on n'arrive pas, un gouvernement n'arrive pas à respecter ses propres lois. Maintenant, lorsqu'on va parler de ce que vous appelez marché du SGPR, dans quelle rubrique ça entre? Ce ne sont ni des marchés publics au sens du code des marchés publics, ce ne sont ni des marchés gré à gré, parce que les marchés gré à gré impliquent la concurrence. C'est pas dire que je donne à nous, il y a une concurrence, il faut faire soumission, c'est bien dit dans la loi. Et il y a une autre procédure simplifiée qui soumet. Mais attends, Noah, sans te couper, ils ont déjà fait ce marché de gré à gré à près de 8 milliards dans les affaires de la CAN. Oui, tout le monde sait au Cameroun que 8 milliards sont partis comme ça, de gré à gré, et les gens font comme si ce n'est rien. Ce n'est pas que 8 milliards, c'est plus de 1000 milliards. 8 milliards, pardon, 800, voilà. Près de 1000 milliards. Voilà. C'est vous qui avez raison. C'est parti comme ça, de gré à gré, de gré à gré. Roger Justin, la dernière procédure, c'est la demande de cotation, qui jusque-là impose une certaine concurrence, parce qu'il faut 3 soumissions. Donc, qu'on nous dise exactement la lettre du SGPR du 20 avril, ce marché entre dans quel cadre? Est-ce que c'est le marché public? Non. Est-ce que c'est le marché de gré à gré? Non. Est-ce que c'est la demande de cotation? Non. Est-ce que c'est des marchés spéciaux? Non. C'est tout simplement quelqu'un qui se dit, ok, la santé, gars, tu as déjà bouffé comme ça avec les 50 milliards et tout ça. Maintenant, laisse-moi prendre le ballon, que je bouffe aussi ma part. Mais je t'instruis. À toi, il faut signer ça parce que je dois aussi manger. Mais si ça qui est surprenant, je vais vous dire, c'est que dans ces marchés-là, ça fait un total de 7 milliards. Il y a 3 grands marchés. Il y a 3 entreprises qui ont gagné les plus grands marchés. Il y a d'abord l'entreprise Medical Plus Sal qui appartiendrait à Madame Thérèse Moudunga. Et on me dit qu'elle est la présidente de la République. Vous voyez, et on lui a donné le plus grand marché parce qu'elle a au total 2 marchés qui font d'une valeur de 2 milliards 920 millions. Bien sûr, c'est 2 milliards. Lorsque vous êtes plus proche de la présidence, on vous donne le maximum. Plus vous avez le loyer, moins ça vous donne. C'est fondé ce que vous dites là? Mais bien sûr. Vous dites que Medical existe depuis. Medical, c'est petit copain. Le seul fait d'armes de Medical Plus, c'est avoir gagné un appel d'offres international en avril 2016. Vous savez de quel montant? 38 millions. Mais à cette entreprise-là, on donne aujourd'hui un marché de plus de 2 milliards. La seconde entreprise, c'est Medical Linksal, à qui on a donné un marché qui n'a pas beaucoup d'antécédents. Mais cette société-là, on a donné 2 marchés qui font 1 milliard 288 millions 389 francs, 389 059 francs. Enfin, il y a la SAT Farm Sal, dont le siège à Yaoundé, qui appartient à M. Sate Sedjeu. Cette entreprise-là a reçu un marché, je ne vois plus le montant, mais ce que je voudrais dire, voilà, un marché de 1 milliard 137 millions 500 000 francs CFA. Ce qu'il faut dire, c'est que cette entreprise SAT Pharma avait déjà gagné un marché, il faut montrer que c'est une histoire de petits copains, par le canal du ministère de la Santé, le 20 août 2020, pour la fourniture des tests de dépistage d'un montant de 946 millions. Et enfin, il y a l'entreprise Métro Calibre Sal, qui est à Yaoundé et qui appartient à M. Fangio Paul. Cette entreprise-là a reçu un marché donné par le SPG et il instruit, il donne l'injection au ministre de la Santé de signer en dehors de la légalité. Cette entreprise a donc gagné un marché d'équipement de protection individuelle de 1,2 milliard. Là encore, lorsqu'on regarde, laisse-moi terminer, lorsqu'on regarde, cette entreprise avait déjà gagné dans le cas de
des marchés passés par le ministère de la Santé, plus 3 autres marchés. Un premier marché, le 19 juin 2020, pour la fourniture des chaussures en caoutchouc de 425 millions. Un autre marché, le 30 avril, vous voyez les dates, ça se suit, hein, pour fourniture des chaussures en caoutchouc, gants, blouses blanches, d'un montant de 124 500 000 francs CFA. Et enfin, un autre marché, ça se suit, le 1er juillet 2020, pour fourniture des chaussures en caoutchouc d'un montant de 180 millions de francs CFA. Voilà la République où chacun peut prendre son gombo. Alors, le ministre de la Santé en a fini. On lui a dit, gars, passe, laisse-nous là-bas, là-bas, le ballon est sur le centre. Mais là, Roger Justin, on est dans des procès d'intention à l'endroit des personnalités de la République. Ce que je lis là. Vous avez cité des... Ce que je lis là, c'est des éléments, c'est pas des... Vous avez cité des entreprises. Où est le ministre de la Santé là-dedans? Est-ce que ces entreprises... Je vous en prie, j'ai la parole, Jean-Robert. Il ne faut pas dédouaner le ministre de la Santé. Jean-Robert, j'ai la parole. On n'est pas dans un tribunal ici. Moi, je le dédouane. Nous sommes en train d'analyser les faits. Roger Justin, est-ce que le fait que vous citez des entreprises, est-ce qu'elles n'ont pas l'expérience ou n'ont pas fait des offres au SGPR qui pourraient justifier leur sélection au regard de leur capacité, selon le SGPR, à pouvoir fournir dans les délais impartis les équipements et consommables médicaux nécessaires pour lutter contre la pandémie? Si la loi voulait que ça se passe comme ça, on l'aurait dit dans je veux dire le décret, on l'aurait dit clairement comme cela. Mais on a dit qu'il faut mettre en place un système de concurrence pour éviter ce copinage. Donc, ces entreprises doivent être soumises à la concurrence. On devrait y avoir soit des marchés de gré à gré qui, je le répète encore, sont régis par le code des marchés publics. Je pense à partir de l'article 109 en descendant. Donc, tout ce que l'on fait là, ça ne respecte en rien. On ne peut pas nous démontrer que ces entreprises-là, vous prenez une entreprise comme par exemple Medical Linksal, qui n'a aucun antécédent. J'ai fouillé, j'ai fait toutes les recherches possibles. Il n'y a rien. Mais cette entreprise a un marché de 1,288,389,059 francs CFA. Alors qu'elle n'a pas d'antécédent. Ça vous montre sur ce plan quoi? C'est le copinage. Et dans ce copinage-là, je voudrais vous dire, en 2019, nous avons marché dans ce pays pour exiger que les gens qui ont détourner les fonds alloués à la construction des infrastructures de la Cannes 2019 qui a glissé en 2021 rendent gorge. Mais il s'est trouvé que on a plutôt arrêté nos camarades, dont le président national, qui ont passé plus de 9 mois en prison. Paul Biya n'a pas dit son dernier mot. Il s'est trouvé Paul Biya n'a pas dit son dernier mot. Il s'est trouvé plutôt que c'était encore la task force qui était aux affaires, avec qui on s'est à la tête, et au lieu d'être sanctionnés, la plupart des acteurs ont été promus. Je crois que le ministre a été promu ministre d'État, et j'ose encore dire que le ministre de l'Enseignement supérieur, qui n'avait rien à voir bien sûr avec la Cannes, mais qui a quand même géré les 50 milliards des machines qu'ils appellent ordinateurs là, a quand même été promu à la suite de tout ça ministre d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le champion du procès M. Njanding, qui va réagir, je vous promets. Il va réagir. Plutôt ceux qui sont corrompus, ceux qui détournent les fonds de l'État. Et on va me faire croire que c'est un homme qui est légaliste, c'est un homme qui n'aime pas la corruption. Non, c'est lui qui a renforcé la corruption dans ce pays. Il n'y a pas encore de preuves de culpabilité. n'a jamais accepté la corruption. J'ai la parole, messieurs. Il a même dit qu'il ira jusqu'au bout. Dans la lutte contre la corruption. Je vous en prie. Seule la justice peut déterminer les responsabilités des personnalités de la Qu'est-ce que la Pour conclure, justement, Edmond Kamdia, il y a des accusations, des dénonciations qui sont faites autour de cette affaire de Covid-Gate, des personnalités plus ou moins soupçonnées d'être impliquées. Elles n'ont jamais reconnu leur culpabilité et le parlementaire Nietzsche s'interroge sur les lenteurs des enquêtes judiciaires qui seules peuvent permettre de déterminer l'identité et les responsabilités des uns et des autres dans les malversations financières. Comment expliquer ces lenteurs-là, en quelques mots? En réalité, cela montre la difficulté du système en place, du pouvoir, à rendre compte. C'est la difficulté à la reddition des comptes, parce qu'elle n'est pas habituée, le système n'est pas habitué à rendre compte.
C'est pas la difficulté, c'est l'obstruction entretenue. Aide-moi à la parole. Et tu vas conclure aussi. Donc, je disais que le système en place n'est pas habitué à rendre compte. C'est la raison pour laquelle il y a des lenteurs sur le plan judiciaire, à faire avancer le processus vers l'identification et le jugement et la condamnation des acteurs complices et tous ceux qui auraient mal géré les fonds de la Covid. Et je suis heureux de ce que le rôle d'un parlementaire, notamment un parlementaire de l'opposition, Jean-Michel Niché du SIF, ait amené l'opinion nationale et internationale à s'approprier le sujet. Parce que c'est après les interpellations, n'est-ce pas, faites par Jean-Michel Niché, que le FMI a relancé sa machine auprès du gouvernement camerounais pour dire que dites-nous comment vous avez géré l'argent que je vous ai envoyé avant le prochain décaissement. Parce que le FMI a été intervenu après en rappelant les règles de transparence qui sont prévues dans l'accord entre le gouvernement et le FMI sur la nécessité de publier les dépenses effectuées et même de solliciter un audit indépendant. Ce qui n'a pas encore été fait. Et pour le reste, je pense qu'il y a nécessité en ce qui concerne le Cameroun qu'il y ait au niveau du Parlement une enquête, une véritable enquête. Même si cela va être difficile à cause de la présence majoritaire du RDPC, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, mais c'est une question d'image pour le Cameroun. Il faut une enquête parlementaire pour savoir exactement comment les fonds de la Covid ont été gérés. Jean-Robert Wafo, en quelques mots, que faut-il faire pour mettre un terme à ce scandale financier baptisé Covid-Gate? Comment établir les responsabilités? C'est simple. Au Gabon, quand il y a des dénonciations, on a créé une commission d'enquête parlementaire. Les députés même du parti au pouvoir au Gabon ont dit non, on ne peut pas laisser ça. Mais au Cameroun, c'est comme si on a des députés. Mais il faut qu'on le dise clairement. Je dis au Gabon. Je crois que c'était au niveau du... Il y a un pays là, je crois que c'est au Zimbabwe. Le ministre a démissionné. Et il y a la porte-parole de la présidence de la République qui a démissionné parce que on a pu indiquer que, à la suite des enquêtes, des dénonciations, que son époux avait gagné un marché dans le cadre de la pandémie Covid-19. Je dis la porte-parole de la présidence de la République, c'est son époux qui gagne un marché. La presse fait état, on montre des preuves. Elle était contrainte à démissionner. Et puis, je vais plus loin. Non, mais si les ministres n'ont rien à faire, mais ils n'ont qu'à démissionner. Parce que quand vous dites cela, j'ai un scandale, c'est parce que je viens de prendre ça à M. Roger Justin Noah. J'ai lu dans la lettre du secrétaire général, du ministre d'État secrétaire général au ministre de la Santé, je vois 500 000 tests rapides à botte pour un montant de 2,5 milliards. Les tests à botte, c'est-à-dire que coûtent 3 000 francs CFA. Mais quand vous voyez 500 000 tests à botte pour un montant de 2,5 milliards, ça veut dire qu'un test coûte 5 000 francs. Alors qu'en Europe, avec transport, c'est 3 000 francs CFA. Ça veut dire que au lieu de 2 milliards 500 millions, ça devait revenir, ces 500 000 tests devaient revenir à 1 milliard 500 millions. Tout à fait. Un petit bic, il y a 1 milliard en poche. Et je rappelle que par rapport à ces tests, dans le cadre des marchés spéciaux signés au niveau du ministère de la Santé entre le 14 mai 2020 et le 19 août 2020, il y a une entreprise médicale, Mediline, à qui on avait confié des marchés spéciaux, qu'on avait fractionnés. C'est pas les marchés spéciaux. Non, je dis ce qu'ils avaient mentionné. On avait fractionné en deux lots. Un lot de 1 milliard 750 millions et un autre lot de 5 milliards 250 millions. Ça fait 7 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, on sort un autre marché, une autre entreprise, ou médical quelque chose, et on surfacture, et en un temps de mouvement, comme on dit au quartier, les gars engrangent, n'est-ce pas, la somme de 1 milliard de francs. Et je vais chuter en disant ceci. La Covid ne doit pas, c'est-à-dire que faire en sorte qu'on oublie d'autres maladies. Parce qu'il y a un autre scandale, tout dans le cadre des marchés spéciaux. La fourniture par voie aérienne express de 20 000 kits de dialyse, 796 441 272 francs CFA. Allez voir les insuffisants rénaux.
Et ça, c'est en sus, n'est-ce pas? Il y a un budget qui est dédié à chaque centre d'hémodialyse dans le cadre du budget de l'État. Votre réaction était bien comprise. Alors, comment merci Jean-Robert. Que des monstres. Merci Jean. Non, je vous en prie. Pas d'insultes. C'est pas de propos déplacés à l'endroit des personnalités. Non, je dis des monstres. La justice n'a pas encore, je tiens à le préciser, établi les responsabilités des uns et des autres dans le cadre de ces dénonciations. En quelques mots, professeur Pascal Msanga Nyamding, pour sortir de cette émission, qu'est-ce que le chef de l'État attend? Il est silencieux face à ces multiples dénonciations et soupçons qui pèsent sur plusieurs personnalités plus ou moins impliquées dans la gestion des fonds Covid. Pourquoi le chef de l'État est silencieux devant ces multiples dénonciations à l'encontre de ses collaborateurs? Voilà. Je pense que pour 3 raisons, qui vont durer 1 seconde même à peine. Premièrement, le président a rappelé que la lutte contre la corruption et les bandits en col blanc. Le terme bandit en col blanc n'est pas de moi. Je suis mon maître. Sur ce plan, je continue à croire que c'est Paul Biya qui est aux affaires et je fais confiance en Paul Biya. Deuxièmement, je voudrais ici dire à la société, à ceux qui nous écoutent, la délégation de signature ne signifie pas délégation de pouvoir. Paul Biya n'a jamais délégué ses pouvoirs. À ce titre, moi je suis confiant et je demande aux autres d'être confiants. Je dis bien délégation de signature ne signifie pas délégation de pouvoir. C'est le 3e point. Et le 3e et dernier point, mais que la société politique se lève. Quand je dis qu'elle prenne ses responsabilités, tellement les gens recherchent des postes. Nous, on se lève, on nous envoie en prison. Permettez-moi. Et je vais vous dire que pour garantir en sciences politiques la régulation d'un État, il faut comprendre une seule chose. La société politique qui bat campagne est une société d'ordonnancement et la société administrative des fonctionnaires est une société d'exécution. Qu'on ne nous donne donc pas l'impression que les hauts fonctionnaires qui n'ont même pas battu campagne vont prendre nos places. Voilà ce que je veux dire. Merci. Que la société politique reprenne les choses en main. Pascal Msanga Nyamding, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous. Professeur Pascal Charlemagne, Msanga Nyamding, merci à Edmond Sambia. Merci également à vous, Jean-Robert et Justin Roger Noah. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.